Je veux être challengé plus que ça quand je sors du Québec, tu sais. Je vais vouloir gagner à tout prix tout le temps. Mais si je peux avoir 6 games serrés puis les gagner les 6, je vais plus grandir. Je vais être un meilleur coach autour de ça. Mes athlètes vont être des meilleurs athlètes. Il faut qu'on se serve du momentum créé par le Québec pour amener le reste du Canada avec nous autres. Alexandre Desjardins, t'es co-entraîneur-chef de l'équipe flag football féminine des Carabins de l'Université de Montréal et co-entraîneur offensif de l'équipe nationale féminine de flag football Canada. Ça faisait longtemps que ça se murmurait, que ça se parlait, que ça serait le fun d'avoir une universitaire. Fait que là, on a ramassé des filles de toutes les universités qu'on connaissait. Puis là, on s'est fait un comité avec 2 à 3 personnes de chaque université pour partir un projet de la sorte. Mais il faut que les universités sentent qu'il y a une demande à travers le réseau. On a rencontré un groupe de gens qui étaient carrément externes au début pour avoir une idée du plan qu'on voulait se faire. Puis là, on a poussé tranquillement, puis on était capable de l'avoir l'automne d'après. Fait qu'en moins d'1 an. Team Canada. Ouais. Comment qu'on se prépare pour faire partie de Team Canada? Être un athlète de haut niveau, c'est 24 heures sur 24, comprendre la game, être le meilleur athlète possible. On cherche les meilleurs athlètes disponibles. Le top 18, fait que les 18 meilleurs athlètes qu'on a identifiés, plus 6 athlètes relèvent. Fait que les athlètes qui sont plus jeunes, qui peuvent nous aider peut-être à plus long terme, qu'on veut essayer de développer un peu plus, de donner un peu plus d'amour puis de temps. On a fait de la Chine, on a fait le Panama, on a fait le halftime des Bills. C'est le flag football, man, qui vous amène là. Absolument. Qu'est-ce que ça représente que le sport soit finalement reconnu aux Olympiques? C'est immense, tu sais, puis je pense que c'est immense pour la reconnaissance. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On, je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'on parle d'un sujet, on parle d'un sport qui est, selon la NFL, l'un des sports avec la plus grande croissance de notre, comment je dirais ça, du 21e siècle. J'ai la chance d'avoir avec moi un acteur principal de ce fameux sport, Alexandre Desjardins, je devrais dire. Bienvenue, man, sur Le Game On. C'est un plaisir de t'avoir. On va parler flag football aujourd'hui. Je suis vraiment excité pour celle-là. Une première pour moi, je découvre, j'ai joué 1 saison dans toute ma vie de flag football. Fun fact. C'est cool. Ça m'a fait réaliser à quel point que c'est complètement 2 sports différents. Le flag et le foot. Merci d'être là, man, de t'avoir déplacé en ce beau dimanche, la journée qu'on enregistre. Donc, petit mot avant qu'on commence, Alex. Ben, vraiment, merci pour l'invitation. Je pense que c'est un sport, comme tu en as parlé, qui mérite à être connu un petit peu plus. Là. Fait que je suis vraiment content d'être ici et de pouvoir répondre un peu les bonnes nouvelles sur cette discipline-là. Mm-hmm. Surtout que, ben, justement, plein de bonnes nouvelles avec les Olympiques. Depuis quelques temps, on entend énormément parler de l'équipe canadienne que tu as amenée ici, bien sûr, que les Carabins qui ont encore une fois gagné cette année. Donc, j'ai hâte qu'on en discute. Chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. Donc, Alexandre, voici ton intro. Alexandre Desjardins, t'es co-entraîneur-chef de l'équipe flag football féminine des Carabins de l'Université de Montréal et co-entraîneur offensif de l'équipe nationale féminine de flag football Canada. Depuis plus de 15 ans, tu participes activement à la création, à l'organisation et la croissance de plusieurs programmes sportifs, particulièrement chez les jeunes et dans le sport féminin. Ça commence en 2008 au collège Regina Assumpta. Ensuite, tu t'impliques avec le Phoenix d'André Grasset à partir de 2011. Tu vas même participer à la montée du programme jusqu'en Division 1 et tu fais toujours partie de l'organisation. 2012, tu es coordonnateur et entraîneur au collège Jean de la Menet. Exact. 2018, tu obtiens une médaille de bronze avec l'équipe nationale féminine au championnat du monde. En 2021, tu es embauché à titre d'entraîneur de l'équipe flag football des Carabins de l'Université de Montréal. 2022, 2023, 2024 et 2025, tu deviens champion dans plusieurs catégories de flag football avec l'équipe féminine de Flag Football Canada, avec les hommes et les femmes, j'aimerais mentionner. Aujourd'hui, on te connaît pour ta grande implication auprès de flag football féminin universitaire, pour ton succès assez impressionnant comme entraîneur avec l'Université de Montréal. Depuis 2021, on compte 81 victoires et 10 défaites, 4 fois champion RSEQ, 5 fois champion national. Alexandre Desjardins, bienvenue sur Le Game On. C'est un plaisir de t'avoir.
Je vais t'appeler Alex, ça te dérange pas. Absolument. Pour le restant de l'épisode. Ouais, cool. Alex, pour les gens qui vont te découvrir aujourd'hui, j'ai pas trouvé beaucoup moi-même d'informations sur ton passé de où ça l'a parti pour toi le sport. Ben, pour donner un peu de contexte en arrière de ça, t'es un gars qui est hyper impliqué dans le flag football, mais bref, tout ce qui englobe le mot football au Québec. Mais de où ça l'a vraiment parti pour toi, Alex, le football, cette histoire-là? J'ai joué au foot et au flag au secondaire. Nice. Fait que j'ai commencé en secondaire 3 à Regina Assunta, justement, collège où j'étudiais. On a parti le programme de foot. Donc, c'était la première année, on partait de 0 avec notre équipe. Fait que j'ai joué secondaire 3, 4, 5 là-bas. Après ça, secondaire 4, j'ai commencé à jouer au flag, parce qu'on avait juste du flag juvénile à l'époque. Donc, secondaire 5 et quelques secondaire 4. Il y avait besoin d'un snapper. J'étais la personne de choix, semblerait-il. Puis c'était beaucoup de mes amis qui jouaient là. Fait que moi, je savais pas trop c'était quoi. J'allais jouer pour jouer avec mes amis parce qu'on avait du fun. Puis en secondaire 5, justement, quand on a joué la saison, je pense pas que j'étais le meilleur athlète sur l'équipe. J'avais vraiment des bons athlètes avec moi. Je snappais, des fois je jouais en def, puis là, le coach, pour être gentil, quand il me sortait du terrain en def, il essayait de me trouver une job sur le sideline. Fait comme, reste à côté de moi, puis dis-moi ce que l'autre équipe fait, là. D'habitude, t'as un bon feeling. Puis semblerait-il que j'avais un bon feeling, j'avais un bon instinct. Fait que là, après ça, il a voulu que je reste un petit peu l'aider, puis je continue à coacher un petit peu avec lui. Fait que c'est parti un petit peu comme ça, le flag, honnêtement, que j'ai commencé à coacher. Puis le foot, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est un petit peu le même principe, là. Je pense que j'ai plus de talent derrière le banc que sur le terrain. Ça, c'est intéressant. Fait que t'as commencé le flag et le foot, genre, assez tôt, là, Ouais. quand même. Ça, Ouais, c'est... au secondaire. Ouais, exact. Au secondaire. Puis t'as parti... C'est quelle division à ce moment-là? Tu sais, quand tu pars un nouveau programme... C'était compliqué. Ouais, au secondaire, man. Notre premier match, je me souviens, nos 2 premiers matchs, ça a été Charlemagne et Saint-Jean-Vianney. Ça a été difficile. Notre carrière s'est fracturé la jambe. Comme Oh my God. Okay, on partait de loin. ouais. Tu sais, c'est une école privée au milieu de Montréal. Qui est une ancienne école de filles aussi. Là. Fait que, tu sais, il n'y avait pas encore autant de garçons que de filles. Ça rentrait tranquillement. Fait que, tu sais, tranquillement, ça s'est imposé. Puis ça a bien fait dans les divisions régionales. Mm-hmm. Puis là, j'avais un peu plus que 10 ans après, ça a dû fermer malheureusement parce qu'il manquait un peu de population, mais ça a été une super belle expérience pour moi. Mm-hmm. Fait que ça veut dire que toi, ton arrivée dans le coaching, c'est arrivé assez tôt, là. Ouais. Fait que tu sais, au cégep, tu coachais. Ouais, en fait, en secondaire 5, j'ai aidé avec l'équipe de filles pendant que je jouais avec les gars. Puis quand j'ai continué au cégep, ben là, rapidement, je me suis mis à coacher flag au secondaire, puis même à coacher foot au secondaire pendant que je jouais. Sick. Ouais. C'était vraiment... Moi, j'ai trouvé ce que j'aimais faire. J'adore ce côté-là du ballon. Le côté sur le sideline. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ça a été... On a commencé tôt, j'ai trouvé la piqûre. Puis, tu sais, ça m'a aussi, je pense, dans mon parcours de joueur, qui a été bref. Mais, tu sais, ce côté-là, je l'ai rapidement eu aussi, vu que je coachais plus jeune. Ben, j'étais dans ceux qui regardaient le plus de vidéos, qui se préparaient le plus. Ma dernière année, je connaissais les playbooks attaque et défense. No way, Grasset, respect, man, ça c'est vraiment parce que c'est ça qui m'intéressait. Puis, tu sais, au foot, c'était un peu la même chose. Là, on se préparait pour un match de play-off. Ma dernière année, on jouait contre Rimouski. Dans le temps, on n'avait pas Huddle. On regardait du tape sur des DVD. Donc, on s'aligne à Grasset en local de meeting avec Tony en avant qui gère les vidéos. Puis là, il commence à nous monter la première drive de Rimouski. Puis à chaque jeu, je cale d'avance c'est quoi le jeu. Ce qu'il sait pas, c'est que j'avais regardé le tape l'après-midi. Mais il avait l'air complètement épaté. Puis il m'a offert une job dès l'année suivante pour venir donner un coup de main, aider avec les vidéos, aider à faire tous ces petits trucs-là. Puis c'est ça, je t'ai agressé depuis. Sick, man. Ça, c'est vraiment sick, là, pour vrai. Genre, en fait, ce qui t'intéressait plus, toi, c'était le côté, mettons, schématique, le côté plus... Ouais. La stratégie, ouais. tout ce que ça implique autour. T'sais, après ça, oui, il y a tout le détail... techniques qui en font partie et sont super intéressants. Quelle technique pour telle situation. Mais c'est ça. Beaucoup le côté stratégique, c'était ce qui venait me chercher le plus. Là. Quand j'étais au secondaire, j'étais sur le banc, moi, j'ai regardé l'autre équipe, puis après, je me mettais à côté du coach. J'étais comme, à chaque fois qu'ils font ça, il arrive telle affaire. Je me souviens d'une équipe, là, j'étais à côté du coach, puis je suis comme, mets-moi sur le terrain, je te jure qu'on va faire un jeu, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent under center avec les deux running backs, ça vient en wing, chacun de leur côté, il lance un screen. Fait que le QB, il drop même pas, il fait juste la lancer rapidement. Je suis
comme, mets-moi sur le terrain, je te jure, il lance pas le ballon. Fait qu'ils me rentrent pour une drive. Le troisième jeu de la drive, ils font exactement ça. Moi, je suis A-gap, le D-line, nose. Fait que je sais que le QB recule pas. Fait que j'essaie même pas de battre l'O-line. Je fais juste tirer, je tire sur le QB, la balle à part des airs, on fait un pick. Fait que tu sais, je pense que quand je m'en sortais pour faire des jeux, c'est parce que j'avais trouvé quelque chose d'avance plus que j'étais vraiment un bon athlète, tu sais. Mais c'est ce côté-là, moi, que j'aime vraiment, que je retrouve à 100% dans le coaching. Mm-hmm. T'as comme trouvé ton edge un peu. T'sais, ta force, tout c'était le côté plus mental, réflexion, côté. Tu comprenais la game en fait. Ouais, je pense que c'est ça qui a fait que je m'en suis sorti un petit peu quand je jouais. Je pense que je comprenais bien ce qui se passait. Fait que ça m'a permis d'avoir une petite carrière humblement. Mm-hmm. Ben, j'ai l'impression que ça tu sais, quand on regarde le flag, là, il y a pas mal plus de stratégie qu'on peut le penser. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais est-ce que tu retrouves un peu ça, le côté stratégique du foot? C'est juste de ça, le foot, là, c'est un jeu d'échecs sur le gazon. Fait que après ça, c'est quand tu l'amènes vers le flag, tu le découvres-tu un peu? Ah, absolument. Puis, tu sais, il est pas aussi complexe dans le sens où, tu sais, c'est pas du 12 contre 12, là, fait qu'il y a moins de joueurs impliqués, mais il est tout aussi présent. Tu sais, on travaille les mécaniques autant, on travaille les schemes autant, avec Team Can, des meetings, des progressions justement de schemes, de formation, de motion, de comment on veut attaquer différentes défenses, de qu'est-ce qu'on veut montrer à une game pour que le Mexique voit ça puis qu'il se prépare de telle manière. On travaille fort, puis c'est tellement des saisons qui sont différentes. Saison universitaire, c'est 4 tournois, tu joues tout le monde 2 fois. Fait que si tu repognes quelqu'un en playoff, c'est la 3e fois dans l'année que tu vas le jouer en 6 semaines. Puis après ça, tu la joues pendant l'hiver, ça se peut que tu repognes au championnat canadien encore la même année. Puis là, tu arrives avec l'équipe nationale, puis là, mettons, cet été, on va jouer le Panama, le Brésil, puis le Japon en round robin. Mais le Japon, je les aurais pas vus jouer depuis l'année passée, quand je les ai vus jouer dans leurs continentaux en octobre. T'sais. Ils peuvent tellement avoir changé entre-temps. Fait que c'est 2 dynamiques de préparation qui sont complètement différentes, mais qui sont super intéressantes les deux. Il faut juste que, Team Can, il faut qu'on se prépare en bulk avant le tournoi parce qu'on a 4 jours rendus là-bas. Puis quand le tournoi commence, tu reçois de l'information, là, tu vois des games, mais là, toi, tu joues en même temps. Puis il faut que tu analyses des games que tu vas jouer le lendemain. Fait que, la mécanique est vraiment, vraiment différente qu'au foot en termes de pace. Mais c'est autant présent sur le terrain. Est-ce que les équipes ont des tendances comme au foot, genre normal, ou c'est plus, quand je dis ça, ils laissent plus jouer les joueurs au flag? Ben, un n'empêche pas l'autre. Je pense que tu peux assurément avoir des tendances en tant qu'organisation, en tant qu'unité, puis quand même laisser jouer tes joueurs. Je pense que justement, le fait de laisser jouer des joueurs, des fois, c'est une tendance que tu peux avoir. Mais absolument, on regarde des équipes sur la scène internationale, on sait que à l'intérieur du 5, on s'attend à du man ou du cover one là, qui est du zone au flag. Fait que ouais, absolument que ce côté stratégique-là, il est présent. On analyse beaucoup les tendances, on est très situationnel comme au foot. On a des situations qui sont différentes. Je parlais avec l'entraîneur-chef de l'équipe masculine, là, la police, qui est un ancien coach de la CFL. Puis ça a été une des grosses discussions. Comme Alex, moi, je connais mes situations de CFL par cœur. First down, second down, third down, puis ma position sur le terrain, comment ça affecte mon play calling. Mais au flag, il y a des nuances en 2 mois, en 3 semaines, c'est le temps qu'il y a eu le poste qui a commencé, que je ne maîtrise pas encore. Fait qu'on a des discussions, moi j'ai parlé justement des short downs pour le milieu. Au flag, notre first down, il bouge pas. Faut que tu dépasses une ligne sur le terrain. Puis c'est pas diverge de où tu as terminé. T'sais. Fait que tu as un peu plus le contrôle de quand tu veux avoir ce first down-là. Nous autres, avec l'équipe nationale, avec les Carabins, t'as pas le droit d'aller chercher le first down n'importe quand. Il y a des moments où je te demande d'arrêter avant le first down pour qu'on ait des meilleures chances de scorer plus tard. Parce que si sur un 2e essai, tu traverses le milieu pour te promener un 2e et 24, quand tu aurais pu avoir un 3e et 1 pour le milieu, là, tu fais un jeu de 8 verges. Fait que là, tu as un premier 18 à la place. Fait que c'est une gestion qui existe zéro au foot contact, qui est une grosse partie de notre gestion à nous. On a un no-run zone à 5 verges de la zone début. Fait que moi, je peux courir le ballon n'importe quand, mais quand j'arrive à la ligne de 5 ou plus proche, j'ai plus le droit de courir le ballon. Fait qu'il y a des équipes comme le Japon qui veulent pas se retrouver dans cette zone-là. Fait que quand ils sont, par exemple, à un 2e essai à la ligne de 3, ils vont délibérément prendre un delay of game.
reculer de 5 verges parce qu'il est mieux être en 2e et 8 qu'en 2e et 3 pour les buts pour avoir l'option de courir le ballon. Yo, ça, c'est malade, man. Fait que c'est une gestion qui est différente. Fait que, le côté stratégique qui est là, c'est sûr qu'il est différent du foot, mais ça veut pas dire qu'il est moins présent. Il est là d'une autre manière. Ben c'est ça. Puis après ça, c'est comment tu étudies la game puis comment tu veux la jouer, mais je trouve ça vraiment, vraiment sick, là, comme... C'est un sport de haut niveau, c'est un sport universitaire. Fait que c'est sûr qu'il y avait une façon de le faire jouer pour que ça rende ça, rendre les stratégies, rendre les façons de gagner. Mettons, prendre les situations puis les mettre à ton avantage, tu sais. C'est un peu ça. C'est un peu ça le but de ce game-là. Mais c'est vraiment hot. Fait qu'il y a vraiment des moments où est-ce que t'es comme, OK, genre... Mais c'est-tu en termes de jeu ou c'est en termes de situation? Mettons, tel jeu, genre... C'est un mix des deux. Tu sais, nous autres, en ce moment, on est beaucoup dans réduire le nombre de jeux, mais monter le nombre de fois qu'on peut le présenter. Tu sais, mettons, nos concepts de base, on l'a présenté de 24 manières différentes à la dernière saison. Avec des motions, avec des formations, avec des trucs. Mais c'est le même concept, c'est la même chose pour la QB, c'est le même principe pour les receveurs, mais on le montre différemment à la def. T'sais. Fait qu'après ça, c'est comprendre. Nous autres, on a un code à savoir. Mettons que là, je suis en 2e et 6 pour le milieu. Ben moi, j'ai un code du sideline pour te dire, je veux pas que tu passes le milieu, à moins que tu es sûr de faire un 5 verges de plus. T'sais. Ou là, je suis comme, à tout prix, prends first down, ça me fait plaisir. Des fois, on est en fin de demi, on va arrêter le temps, first down arrête le temps. Fait que là, je suis comme, peu importe, on va chercher le first down, ça va arrêter le temps, puis ça va nous donner le temps de regrouper pour la deuxième partie. Puis mettons le côté défensif. Ça aussi, c'est la grosse question parce que tu sais que dans certains down and distance, c'est considéré un peu des free downs. On en a parlé, un 3e et 1 pour le milieu. Mais souvent, tu vas aller chercher une shot. Fait que là, défensivement, il faut qu'ils viennent ajuster avec ça. Est-ce qu'ils viennent plus agressifs? Est-ce qu'au contraire, ils jouent plus safe? Parce qu'ils s'attendent à ce que tu prennes une shot deep à ce moment-là. Fait quoi, défensivement, c'est une grosse partie de la game. Là. C'est d'être capable d'être agressif au bon moment, d'être capable de toucher au ballon au bon moment. Puis des fois, juste jouer safe, pas te faire battre, puis être capable de faire prendre une shot défensive quand il faut. Là. Est-ce que, on va en parler un peu plus tard là, des Jeux olympiques, mais est-ce que, à cause justement qu'ils ont décidé de rendre ce sport-là accessible aux Jeux olympiques, donc le rendre professionnel, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez comme standardisé tous les règlements des Jeux olympiques dans toutes les ligues, genre? En fait, ça s'en vient. Ce processus-là est en cours de route. Un des trucs du flag, c'est que justement, ça a grandi tellement vite de différentes manières. Tu sais, il y a du 5 contre 5, du 6 contre 6, du 7 contre 7 qui se jouent avec chacun d'autres variations de règlement à l'intérieur de leur format. Fait que là, un des grands défis, je te dirais, à l'international, mais surtout au Canada, c'est de standardiser ce règlement-là. Le format olympique, c'est du 5 contre 5. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de jouer du 7, tu sais. Mais ça veut dire que nos meilleurs athlètes, il faut les préparer à jouer du 5 contre 5. Fait que son 5 contre 5 selon les standards olympiques. Parce qu'avant, ce qui se donnait à l'IFAF, c'était du 4 essais avec les motions qu'on appelle les motions NFL. Fait que juste une motion horizontale au snap, pas le droit d'attaquer la ligne. Le 5 contre 5 canadien, c'était du 3 essais, évidemment. Puis tu as le droit d'attaquer la ligne, comme dans la CFL. Fait que ça change complètement la dynamique. Fait que c'est ça. Depuis l'année passée, on a accepté le 4 essais avec l'émotion internationale, qui était la plus grosse différence entre les deux livres de règlement. Puis là, depuis cette année, c'est le livre de règlement IFAF, point, qu'on utilise. Fait que ça, ce qui fait que nos athlètes, ils vont jouer exactement ce règlement-là. Tu vas t'habituer à jouer ce style-là à l'année. Fait qu'on va encore être capable d'aller chercher une coche de plus à tous les niveaux de préparation. Ça, c'est intéressant, man. Ça veut dire que, vu que c'est un peu comme le foot, à un moment donné, vous allez arriver à un moment où est-ce que vous allez tous jouer les mêmes règles, donc ça prépare les athlètes à, s'ils ont l'opportunité de se rendre Team Can plus loin, ils vont être prêts. Absolument. C'est ça le but au bout du compte. Puis, tu sais, en ce moment, oui, nos cégeps, nos écoles secondaires jouent du 7 contre 7, mais les gros programmes vont jouer du 5 contre 5 en hiver aussi. Nos équipes du Québec, à partir de U14, jouent du 5 contre 5. Fait que, tu sais, les athlètes, de plus en plus, ils rencontrent ce format-là tôt dans leur parcours. Fait que ça, c'est super positif. Les dimensions de terrain restent pareilles. Non, c'est complètement différent. C'est vrai? Oui. Sur 7 contre 7, on joue sur le terrain CFL. Là. Fait que le terrain que tu jouais au secondaire quand tu jouais au foot, là, full field, ça, c'est le flag 7 contre 7. On joue sur le terrain complet. Quand on joue 5 contre 5, le terrain a 25 verges de large par 70 de long. Ce qui veut dire que sur un terrain canadien, on joue du 20 au 20, du sideline
au near hash mark, fait que le hash mark le plus proche. Fait que c'est vraiment, vraiment plus petit comme terrain. Ça change complètement la dynamique. Dans quel genre de dynamique? Ben, c'est plus rapide. T'sais, tout le monde est Ouais. impliqué. T'sais, on se mentira pas. Là. Corner au field, là, quand tu joues du secondaire 4, le secondaire 3, à un moment donné, il faut que tu T'es fasses un loin de plaqué au l'action. deuxième quart. Là, Ouais, t'sais. c'est ça. À moins que tu arrives contre un QB qui a vraiment de l'allure ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui sont plus tranquilles. T'sais, c'est comme jouer chanson quand tu jouais Pee-wee au baseball. Là. T'es là au cas où. Tandis qu'à 5 contre 5, tout le monde est toujours impliqué sur le jeu. Tu peux attaquer partout sur le terrain. Tu arrives tellement vite au sideline. Tout le monde est proche du ballon. Tout le monde est dans l'action. Tout le monde est proche du jeu. Le petit défaut que je reproche au 7 contre 7, c'est long un peu à jouer. Le terrain est grand, tu fais une incomplète. Il faut que tu ailles chercher le ballon, tu reviens, tu viens de perdre une minute. T'sais. 5 contre 5, c'est petit. Tout le monde est proche, c'est fast-paced, ça joue vite. Tu as plus d'action, tu as plus de jeu. Puis tu vois, en ce moment, je comparais avec le coach de 7 contre 7 à Grasset, puis mes stats universitaires, puis Tim Cannes, puis on joue presque le même nombre de jeux que moi, je fais dans une game de 5 contre 5, qui est 2 demi de 20 minutes, qu'eux autres font dans une game de 1h15 en 7 contre 7, à cause que le pace, c'est plus rapide. En parlant de Grasset, je veux te ramener à Grasset un peu. Ouais. Tu m'avais dit que tu étais coordinateur offensif à Grasset. Ta dernière saison a été en 2024. Ouais, que j'étais au rein de l'attaque, 2024. Exact. Fait que dans le fond, tu as été 2021, 2022 à 2024. 2021, c'était encore coordinateur offensif. Coordinateur offensif de Grasset. J'ai envie de parler de la saison dernière, vu que tu fais encore partie de l'organisation. Quelle saison pour nos Phoenix de André Grasset? Sérieusement, une équipe invaincue. La première fois que l'organisation a été invaincue en Division 1. Sérieusement, j'aimerais que tu me dises, tu sais, avec un peu de recul aujourd'hui, quand tu prends le temps de regarder la saison malgré la défaite crève-cœur au Bol d'Or, qu'est-ce que ça leur révélé de l'équipe d'André Grasset la saison dernière? Ben, je pense que c'est une des années où on avait une des meilleures chimies d'équipe. Tu sais, les gars, on avait du fun à être là. Les gars voulaient travailler ensemble. On avait un peu le underdog mentality d'avoir perdu tous les gros noms qu'on avait l'année d'avant. Tu sais. Puis c'est ça qu'on parlait en interne. On a perdu des super bons joueurs. Mais je pense pas qu'en tant qu'équipe, on est moins bon. Tu sais. Notre line arrivé à maturité. Puis ça, c'est la clé du succès dans n'importe quelle équipe de foot. Tu sais, on avait des joueurs qui passaient de première à deuxième année, de deuxième à troisième année, qui évoluaient tranquillement. Fait que on a perdu beaucoup de gros noms. Assurément qu'on n'a pas été une bonne équipe de la même manière qu'on l'avait été l'année d'avant, par exemple. On a eu des super bonnes recrues qui sont arrivées, qui ont pris une place importante rapidement. Fait que c'est ça, je pense qu'il y avait un peu cette mentalité-là de revenir à devoir se prouver, de pas être bon parce que justement Pépé venait de partir, Taché venait de partir, Kevin venait de partir, beaucoup de gros noms. Fait qu'en faisant ça, ben, je pense que tout le monde a un peu plus mis la main à la pâte, l'épaule à la roue, puis ça a fait qu'on a eu autant de succès, tu sais. Fait ça a été une saison vraiment, vraiment le fun, vraiment différente que les dernières années. T'sais, autant en termes de planification, de mon côté, Tim Cannes, j'étais parti, je revenais. Fait que c'est pour ça qu'on a redonné les rênes à Alex Nadeau-Pius. Fait que c'est ça, le fait d'être deux aussi à se relancer la balle, je pense que ça a été super positif aussi pour nous. Là. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant que malgré... Ben, en fait, comment tu l'as amené, c'est juste... Je trouve ça vraiment beau de la façon, tu sais, c'est pas parce qu'on a perdu des gros noms qu'on est nécessairement moins bon en tant qu'équipe. Comme, ça, c'est quoi? C'est d'identifier tes forces, de voir ce que tu peux faire. Parce qu'à toutes les années, ben, tu sais, surtout, tu sais, collégial, c'est des cycles d'un tiers, là, tout le temps. Fait que, quand tu sais, vous avez eu la saison que là, vous avez eue, puis vous aviez perdu des gros noms, mais là, vous avez des bons rookies qui sont rentrés, puis vous êtes rendus au Bol d'Or, c'est comme, ben, les prochains cycles devraient, tu sais, sans mettre de la pression, whatever, ben, je pense que il y a un beau futur à Grasset, là. Absolument. Tu sais, je pense que c'est toujours quelque chose que je pense qu'on fait bien, là, c'est analyser ce qu'on a. Tu sais, oui, je pense qu'on a un bon recrutement. Après ça, nous autres, on utilise le printemps pour évaluer qu'est-ce qu'on a comme joueur, tu sais, qu'est-ce qu'on a comme athlète sur le terrain, puis de quelle manière on peut être bon cette année. Tu sais, on était super bon cette année, on était super bon l'année d'avant pour des raisons complètement différentes. Tu sais,
là, mettons, on parle d'Antoine Goupil qui est arrivé à sa 3e saison. Les 2 premières saisons, il a joué un peu magané. Il n'a jamais été capable de débloquer vraiment à 100%. Là, sa 3e année, ben, il était exceptionnel. Fait que là, il a pris un peu plus de poids qu'il prenait avant, même si c'est pas une recrue. Sébastien Marie qui est arrivé du Collège Notre-Dame. Une machine, il a pris beaucoup du poids de cette attaque-là à receveur. On a beaucoup de vétérans aussi qui étaient 2e année, qui sont arrivés 3e année, ou première qui est arrivée 2e année, qui ont juste pris un peu plus de place. C'est que souvent, dans ta tête, tu remplaces tes finissants qui graduent par ceux qui rentrent. Mais au bout du compte, tes 3e années qui s'en vont, tu les remplaces par des vétérans qui montent d'une année, puis tu as des recrues qui rentrent en dessous qui vont pousser tranquillement. C'est ça. Fait qu'il y a peut-être un peu ça aussi. Le choc a l'air gros, mais à l'interne, on sait qu'on avait le talent, on sait qu'on avait le personnel pour faire ce qu'on a fait. Il faut juste mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Puis nous autres, en tant que coach, s'assurer de mettre nos meilleurs athlètes sur le terrain dans les meilleures positions pour faire des jeux. Exact. Ça, c'est cool. Puis c'est vrai que, des fois, c'est vrai qu'on a tendance, on perd nos vêtements, puis on a tendance à oublier le core qui est là, que le core, c'est seulement des gars de 2e année, tu sais. Mais je pense que ça va être excitant de voir comment que Grasset va... Je pense que vous avez fait un statement l'année passée. Là, ça va être de voir comment vous allez revenir de ça. Mais c'est sûr que... écoute, vous pouvez pas rester sur une défaite de bol d'or. Ah non. On en parle assez, là. C'est sûr, man. Là, d'avoir un petit chip on the shoulders. C'est... Toujours, là. C'est ça, nous autres, en tout cas, c'est ça. Ça fait 2 bol d'or qu'on perd en 3 ans aussi, là. Fait qu'à un moment donné... Ça va faire. Ouais, c'est ça. Grasset, Division 1, vous avez un bol d'or, je crois? Ouais, 2018. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, puis j'avais la discussion pendant le off-season avec Pépé. Pépé, c'est le premier carrière de Grasset en Division 1 qui a joué 3 ans. C'est notre premier carrière, il est parti avant sa 3e année parce que Joe arrivait. Joe a pas juste sa 3e année parce qu'il s'est blessé. Après ça, Xavier Tremblay est parti aux States sa 3e année parce qu'il pensait qu'on n'allait pas avoir de saison. Fait que là, comme c'était le premier carrière à faire 3 ans. Puis on parlait de la constance, on parlait de la continuité. Ouais. Puis à un moment donné, je regardais ça, puis c'est je sais pas, j'analysais justement notre historique en Division 1, puis je regardais que c'est notre premier QB qu'il faut avoir joué ces 3 années. Fait que c'est ça. On essaie d'en produire plus, là, idéalement. Là, on va avoir 2 QB qui sont en leur 3e année cette année, qui sont super bons, que ceux qui vont avoir fait leurs 3 ans. Mais c'est ça. Fait que je pense que ça dans les trucs qu'on analysait, des trucs que des fois tu sais pas, tu regardes moins de l'extérieur. Là. Et c'est ça. On a réalisé ça dernièrement. Ça, c'est quand même une folle stats, là. C'est fou. Hein? c'est fou. Surtout que, quand on pense à Montréal, mettons, football collégial, on pense à Grasset, on pense à Vanier, à Le Vieux. C'est pas mal, vous êtes pas mal dans ce corps-là. C'est pour ça que puis vous avez une réputation de développer des super de bons joueurs. Surtout maintenant, là. Avant, c'était beaucoup plus Vanier, Vieux. Mais depuis, mettons, justement, votre bol d'or, 2018, avec Joe, puis avec Mittal, ces gars-là, c'était le fun de voir ça, man. J'aimerais ça recevoir Grasset un jour sur le podcast. C'est sûr que ça va arriver. Là, cet été, je vais essayer d'organiser ça avec mon cher coach en chef, Adeluca. C'est ça? Yeah, ouais, exact. Le frère du coach en chef de Montréal, right? Ouais, exact. Ouais, exact. Revenons sur le flag football. Merci d'avoir partagé ça pour la saison passée. Là, c'était vraiment smart. Flag football, plus de 20 millions de personnes pratiquent maintenant le flag football dans le monde. C'est une folle stat. Ouais. C'est quand que toi, t'as vu l'opportunité que le flag allait prendre? Parce que t'as été impliqué dans le développement de la Ligue universitaire, t'as été impliqué dans le Flag Football Québec, bref, beaucoup d'implications. C'est quand que toi, t'as vu à quel point le sport allait prendre une traction comme ça? Je te dirais un peu après le COVID. Le COVID, tout le monde a un peu pris un break. Nous autres, ce break-là, on a été capable de justement pousser la Ligue universitaire. Les réponses qu'on a eues quand on a créé cette ligue-là, on a fait des sondages aux filles universitaires, aux filles collégiales, aux filles secondaires, at large sur nos réseaux sociaux, puis on était un petit groupe de personnes à travailler là-dessus, puis le nombre de réponses qu'on a eues, le nombre de gens qui étaient intéressés,
Ça a commencé tranquillement à nous faire réaliser ça. Puis une fois qu'on a parti à la Ligue universitaire, qu'on a vu le sérieux que ça avait rapidement, qu'on a vu l'impact que ça avait sur nos performances à l'international, comme, oh mon Dieu, on vient de créer un monstre là, au Québec. Puis ensuite, ben, là, ça s'est enclenché, la NFL est embarquée, on avait la discussion des Jeux olympiques, tu sais, commençait déjà à ce moment-là pendant la COVID. Mais là, tranquillement, ça s'est confirmé. Les événements en flag se sont mis à exploser en termes de volume, en termes de grosseur aussi. Là, on parlait un petit peu avant de démarrer le podcast d'un tournoi justement à Tampa qui a toutes les années, qui a plus de 1000 équipes. Là. C'est immense. C'est wild. Fait que c'est ça. Je te dirais que depuis 5 ans, c'est la pagaille. Là. C'est fou à quel point des opportunités. Puis de plus en plus d'opportunités de qualité. Là. Ouais, c'est ça, de qualité, man. Parce que on va en parler, Team Canada, un peu plus loin, là, parce que juste, on en parlait avant de commencer, puis vous êtes partout, là. C'est vraiment impressionnant. T'as parlé de la Ligue universitaire. Ouais. T'as eu un gros rôle, vous étiez un petit groupe, vous avez eu beaucoup de bons feedbacks. C'est quoi la fameuse histoire derrière cette création de Ligue-là? En fait, ça faisait longtemps que ça se murmurait, que ça se parlait, que ça serait le fun d'avoir une Ligue universitaire. Là, quand on est arrivé en COVID, tout le monde avait un peu plus de temps. Tout le monde se cherchait un peu quelque chose à faire. Nous autres, on revenait d'une année avec Team Cannes. Enfin, moi, en 2018, j'ai coaché Team Cannes au Panama pour la Coupe du Monde. 2019, on faisait le procédé, mais on est arrêté à cause du COVID. Fait que là, j'étais en contact avec des athlètes d'un peu partout à travers le Québec, à travers le Canada, mais beaucoup au Québec. Fait que là, à un moment donné, en novembre ou en décembre, en parlant à gauche, à droite à certaines de ces filles-là, je suis comme, sais-tu quoi? Hey, on le fait, on essaye, on a du temps, là, on le fait. Fait que là, on a ramassé des filles de toutes les universités qu'on connaissait, tu sais, à Laval, à Sherbrooke, à McGill, à Bishop, à Montréal, à UQAM, à UQO, on cherchait même à UQAC, UQTR. Aussitôt qu'on connaissait quelqu'un, on rentrait. Si on connaissait personne à l'université, j'essayais de voir est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais, est-ce qu'il y a une fille que j'ai coachée au collégial qui est rendue là, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un. Puis là, on s'est fait un comité avec 2 à 3 personnes de chaque université qu'on essaie d'embarquer en disant parfait. Donc, le projet, c'est on va essayer de partir ça. Pour partir un projet de la sorte, mais il faut que les universités sentent qu'il y a une demande à travers le réseau. Parce que si moi, je m'appelle Sarah Parker, je vais voir mon restaurant des sports à Concordia. Concordia, il dit, ben, je suis content qu'on ait de l'intérêt ici, mais s'il n'y a pas d'intérêt ailleurs, ça ne change rien. Mais là, si Léa Duval va à Sherbrooke faire la même chose, si Marie-Lou Bélan va à Laval faire la même chose, si Lauriane Beauchamp va à Trois-Rivières faire la même chose, mais là, hop, tranquillement, tout le monde sent un intérêt de son côté. Puis là, ce qu'on faisait, l'important, ce que je disais aux filles, c'est qu'il faut qu'on centralise l'information. Puis là, à un moment donné, on en prenait que telle semaine, il y avait une réunion des responsables des sports. Donc, je disais, parfait. Là, le dimanche, j'avais une info aux filles. Je disais, les filles, cette semaine, votre responsable des sports va avoir une rencontre. Assurez-vous de faire un petit rappel puis de vous dire qu'il y a un intérêt pour le flag football dans son établissement. Comme ça, quand le sujet vient à la table, puis moi, je suis un responsable des sports d'université, je l'ai entendu parler à mon université, là, je l'entends parler ailleurs, hop, ça va mousser un petit peu la discussion. T'sais. Fait qu'on l'a fait, on a rencontré un groupe de gens qui étaient complètement externes au début pour avoir une idée du plan qu'on voulait se faire. Fait que des coachs de flag, des responsables des sports, des directeurs d'école qu'on connaissait autour de nous. On a pris une soirée, on s'est jasé, voir un petit peu c'était quoi le plan à mettre sur la table. Ensuite, j'ai rencontré les joueuses, avec entre autres François Bougie qui était dans le projet. On a parlé du plan, tout le monde était super intéressé. On s'est fait des premières étapes, des premières rencontres, on se rencontrait au MOA, tout le monde juste pour partager l'information. Puis quand quelqu'un avait de l'info, ça revenait à moi, puis moi je m'assurais de pitcher l'info aux bonnes personnes. Puis là, on a poussé tranquillement, puis on était capable de l'avoir l'automne d'après. Fait qu'en moins d'1 an, c'est parti officiellement. On est parti en format club. Donc, on n'était pas Carabin, on n'était pas Varéor, on était équipe de flag football de l'Université de Montréal. Mais au bout du compte, nous autres, ce qu'on voulait, c'est partir la machine. T'sais. Fait que j'étais comme, hey, c'est pas idéal. On savait que rentrer varsity tout de suite, c'était probablement impossible. Tout ce qu'on veut, c'est maximiser ce qu'on a comme opportunité. Mm-hmm. Faisons ça, assurons-nous que la ligne soit sharp, assurons-nous qu'on fait les bonnes affaires, puis éventuellement, ben ça va arriver. Fait que ça a repris 5 ans. Fait qu'on a commencé en 2021, la Ligue universitaire, puis en 2025, cette année, c'était à la 5e saison, la première année qu'on était des équipes universitaires. Ouais. Fait que ça a été long haleine, mais ça a été vraiment, vraiment intéressant, vraiment bénéfique, je pense aussi pour tous les athlètes. Là. Ça l'a permis à des filles de finir sur les équipes nationales,
s'épanouir dans un sport universitaire que probablement il n'aurait pas fait de sport universitaire. T'sais. Ben, assurément. Tu sais, c'est des athlètes qui jouent au flag depuis longtemps. Puis nous autres, on l'a vu. Je te dirais, moi, je l'ai vu tout de suite, la différence. C'est une première saison, c'était automne 2021. Nous autres, avec l'équipe nationale, on était en planification pour une Coupe du Monde en Israël en décembre 2021. Là, je sais qu'en 2026, ça semble ridicule comme projet. En 2021, c'était pas si pire comme projet. Mais en tout cas, la Coupe du Monde était en Israël. Fait que c'était là qu'il fallait aller. Et en octobre, si je ne me trompe pas, Football Canada a décidé de boycotter la Coupe du Monde à cause du COVID, à cause de X raisons, en espérant que les autres nations allaient se rallier un peu. Finalement, tout le monde est allé. Enfin, on est comme un peu les seuls qui ne sont pas allés. Évidemment, une opportunité manquée pour nous. C'était aussi la qualification pour les World Games de 2022. Fait que c'est ça, selon moi. Pas idéal comme décision, mais pas ma décision, on la respecte. Mais à ce moment-là, j'ai contacté des filles que je coachais déjà au senior. On a contacté aussi les filles de l'équipe nationale du Québec pour venir remplir les spots. Puis on a décidé d'aller faire le tournoi dont je te parlais à Tampa en janvier pour dire, hey, l'équipe nationale voyage pas, mais on va essayer de rester active, on va essayer de faire des gros tournois ensemble. Puis savez-vous quoi, on va essayer d'aller le gagner pour prouver que on aurait notre place. Fait que là, ça a été... On retombe en blackout, on retombe en isolement de COVID cet hiver-là. Fait que ça a été un des voyages les plus complexes à organiser. Il a fallu qu'on prenne notre auto jusqu'à Burlington pour traverser la frontière en auto, qu'on prenne un vol intérieur aux États-Unis pour pas avoir besoin de faire de tests. Après ça, qu'on revienne en avion jusqu'à Burlington, qu'on ait un test qu'on peut faire à l'aéroport avant de traverser la frontière pour avoir le droit de sortir du pays et d'aller faire le tournoi sans être capable de présenter un test en quittant. Parce que si tu testes positif le jeudi pour prendre l'avion, tu n'es pas au tournoi. Ouais, quarantaine, toute l'équipe. Fait que là, ça a été une organisation vraiment compliquée. Les filles n'avaient pas touché au terrain depuis 2 mois. La saison universitaire avait fini, c'est les premiers week-ends de novembre. Puis finalement, on arrive là-bas, on joue contre les filles de Team USA notre premier match. On mange une volée. Puis on a fini par gagner le tournoi. Oh my God, c'est malade. Mais le fait que ces filles-là jouaient du 5 contre 5 maintenant à l'automne. Tu sais, avant, on arrivait là-bas, on jouait majoritairement du 7. Fait que là, il fallait s'habituer au terrain, il fallait s'habituer aux règles. Là, il fallait juste se remettre dedans. On avait fait à l'automne, on avait pratiqué un haut volume à l'automne, tout le monde, même si c'était séparé. Il fallait juste prendre un petit peu de temps pour passer la machine. Puis on a fini par gagner ce tournoi-là. Puis depuis ce temps-là, on gagne régulièrement des tournois dans les meilleures catégories aux États-Unis. Quand avant la COVID, on pensait même pas s'inscrire dans les meilleures catégories. Fait que, tu sais, c'est assez fou le fait d'avoir cette qualité-là de flag à côté de nous. Le volume que les filles sont capables d'avoir de qualité. Ça a l'air de rien parce qu'on est habitué puis on est dedans. Mais c'est fou à quel point on a augmenté puis on a pris une coche à l'international à cause de ça. C'est insane, man. Puis, tu sais, moi, je peux mettre du pouce là-dessus. J'ai joué une saison de flag, moi, dans ma vie. Puis, dans la ligue que je jouais dans la Flag Football Sherbrooke. Ouais. La ligue Flag Football Sherbrooke. Puis, dans une des équipes contre qui je jouais, il y avait 2 filles, je crois, qui jouent au vert et or. Puis, honnêtement, elles sont tellement fortes, là. Ça n'a aucun sens. Genre, des noms? Alors, je sais à quoi ils ressemblent, mais j'ai pas le nom, malheureusement. Mais je sais qu'ils sont encore actives en ce moment là, avec le vert et or. Là, ça, je le sais, mais j'étais tellement impressionné. Là. Genre, ces filles-là, genre, ils savent attraper un ballon de foot. Genre, déjà en partant, ça, c'est fucking sick. Ils savent la lancer. Ils savent courir des tracés. En défensive, ils sont capables de backpedal. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Non, absolument. Genre, c'est sick, man. C'est ça. C'est un sport qui est très technique, là. On s'entend, là. Beaucoup de techniques qui viennent du foot qui se ressemblent, là, mais c'est le genre d'affaires qu'il faut que tu aies du volume, autant qu'au volleyball, faire tes manchettes, faire tes touches, faire tes attaques, mais il faut que tu aies des reps, il faut que tu sois coaché, puis après ça, tu as un certain talent aussi qui va faire la différence, là. Mais le fait que de plus en plus, ces athlètes-là ont des opportunités tôt dans leur vie d'en faire, ben ça fait qu'ils sont de plus en plus naturels à le faire, sont plus habitués de le faire, ce qui fait que ça développe au bout du compte des meilleurs athlètes. Puis en ce moment, je trouve que sur l'équipe nationale, on est dans un bon mix de... Ces filles-là ont eu des opportunités jeunes, mais le flag n'était pas encore extrêmement développé. Fait qu'ils ne pouvaient pas faire ça à l'année. Fait que tous les athlètes qu'on a sur l'équipe nationale, c'est des filles qui faisaient plusieurs sports puis qui ont été capables de spécialiser au flag. Fait que c'est toutes des super bonnes athlètes. Puis je trouve que des fois, quand tu te spécialises un peu trop tôt, tu es très, très peak, tu es super bonne dans ce que tu fais, mais tu
c'est tough de changer ce que tu fais. T'sais. Tandis que là, c'est des super bonnes athlètes qui sont aussi bonnes au flag. Fait qu'ils sont aussi un peu plus malléables, sont plus faciles à s'adapter à d'autres choses, sont plus capables de réagir à différentes situations différentes. Fait que c'est vraiment... c'est ça. Je trouve qu'en ce moment, le groupe d'athlètes qu'on a dans les dernières années, puis je regarde la relève qui s'en vient, ouais, ça va être le fun. Mm-hmm. J'en parlais avec Marco, le nouveau entraîneur-chef des Diablos de Trois-Rivières. On en parlait de ça, la spécialisation rapidement dans un sport. Ouais. C'est hyper intéressant que tu m'amènes ce côté-là, côté féminin. Dans le sens que c'est dans le sport masculin, tu sais, à un moment donné, c'est comme fais ton choix. Puis on aurait dit que c'est comme naturel que ça nous pousse à faire ça, tu sais. Mais en réalité, ben, tu le dis que tu le vois en ce moment, là. Puis c'est que, ben, justement, si tu as joué au hockey, il y a un de mes meilleurs chums, il a joué au hockey, puis en secondaire 4-5, il a décidé d'arrêter le hockey pour jouer au foot. Mais comme le fait qu'il ait joué au hockey avant, après ça, il a fait un peu de foot, tout ça, ben, il me le disait, man, j'avais des bonnes chevilles, il y a des façons d'autres sports qui t'amènent que tu deviens pas juste un joueur de foot, mais tu deviens un athlète qui te complète. Non, 100%, ça fait une immense différence, là, je pense, de cette polyvalence. Puis, tu sais, en ce moment, il y a une... Bon, je ne vais pas dire une pandémie, là, mais il y a beaucoup de blessés au ACL chez les jeunes femmes, beaucoup. C'est ça, il y a beaucoup d'études qui portent que c'est beaucoup de la spécialisation, de faire la même chose, de toujours être sur des turfs. Tu sais, d'autres, avec l'équipe nationale, l'année passée, on a pris la décision, peut-être un peu forcée, mais c'était aussi volontaire, de pratiquer majoritairement sur des terrains naturels. Au volume qu'on avait, on voulait s'assurer de ne pas mettre le stress du terrain synthétique sans arrêt sur les genoux des filles. Puis les filles nous l'ont dit, ils disent, on comprend pas comment qu'on n'est pas si magané avec le volume qu'on fait. Puis on pense vraiment que juste, je pense qu'on gère bien notre volume, mais le fait de faire attention justement de pratiquer sur du naturel, du gros volume, de pas juste avoir du turf. Tu sais, ceux qui font sans arrêt du turf en spike à l'année longue, c'est tough, là. C'est tough pour ton corps, puis des fois, tu le réalises pas avant que ce soit trop tard. C'est ça qui est plate, tu sais. Mm-hmm. Ouais, c'est intéressant, ça. Tu sais, mettons, quand tu parles de... Ben, en fait, j'ai l'impression que la clé de tout ça, depuis qu'on en parle, c'est juste d'en faire le plus possible, mais aussi d'aller chercher les opportunités pour faire des tournois puis jouer contre d'autres mondes que juste le monde contre qui tu joues habituellement. Ah, ça, absolument. Ça change toute la donne là, d'ouvrir tes horizons un peu, là. Tu sais, c'est un peu ce que nous, on n'a pas, mettons, avec le foot, tu sais. À part si t'es un joueur individuel, t'auras pas l'occasion de prendre le vert et or puis d'aller jouer une game aux US pour faire un tournoi. C'est pas le plus tough déplacer 100 personnes. Ouais, c'est ça. T'sais, nous autres, quand on se déplace, mettons, pour des événements officiels, oui, on est en général, on est 12 athlètes, plus souvent 5-6 staff. Mais quand on fait des tournois non officiels, quand on veut juste du volume, puis on peut partir au total, on est 13-14, puis on est correct, là. Fait que ça fait aussi que c'est plus facile, justement. Se déplacer, aller voir d'autres choses, aller tester d'autres horizons un peu. Là. Mm-hmm. Vous n'êtes pas des grandes équipes, mais des grosses équipes. Hein? C'est ça qui est... Flag à 5, c'est ça. Les équipes internationales, pour l'instant, c'est 12. Ouais, aux Olympiques, ça va descendre à 10. Je te dirais, flag universitaire, on tend vers des plus grosses équipes parce qu'il y a une notion de développement aussi. Mm-hmm. Puis le fait qu'il y a, je sais plus combien, 40 qui cégep qui jouent du 7 contre 7, fait qu'on a des plus grosses équipes. On se tourne vers 6 équipes universitaires qui jouent du 5 contre 5. Il y a tellement d'athlètes. L'entonnoir arrive vite, hein? Ah ouais, ça frappe. Là. Fait qu'on a comme tout pas le choix de prendre un peu plus d'athlètes pour les développer pour le long terme. Parce que sinon, il y en a trop qui se perdent, là, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Il y en a aussi là-dedans qui veulent juste faire partie d'une équipe puis continuer à pratiquer le sport qu'ils aiment, tu sais. Absolument. C'est sûr que tu arrives à un niveau où... Ouais, faut que tu vives la marchandise. C'est ça, faut avoir... faut être réaliste aussi. Au niveau où on est, oui. Après ça, nous autres, on parlait, comment on fait dessus 2 équipes, tu sais. OK. La deuxième année des sélections, la première année des sélections à l'UDM, on était 97 filles pour une équipe de maximum 15. Là, oh my God! Ouais, c'est fou, là. T'sais, à chaque année, là, je pense que le nombre réduit un peu parce que les gens réalisent aussi le calibre. Il y a des filles qui font comme, sont réalistes. Mais c'est ça, la demande est incroyable. T'sais, on a une ligne intramurale à l'UDM qui roule, je sais pas combien d'équipes. Puis nos hôtels à nous ne jouent pas là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont assez de volume à l'extérieur. Fait que c'est ça, c'est assez... c'est fou, c'est vraiment fun. Tu sais, quand tu parles de volume, là, mettons, comment tu gères
l'entraînement, parce que les filles doivent s'entraîner, puis après ça, les games, les tournois, la saison, les filles aussi qui partent, puis ils vont se promener à l'international. C'est une des grosses problématiques en ce moment, c'est que vu que c'est nouveau, vu que le circuit international est en train de s'implanter, de trouver ses racines, à quel moment il va faire ses tournois, que là, cette gestion-là arrive à différents moments de l'année. Tu sais, l'année passée, on avait un tournoi international en plein milieu de notre saison universitaire. Dans les autres sports, ça n'arrive pas, parce que dans les autres sports, ça fait longtemps que c'est établi. Tu sais, t'es international, c'est quand, fait que tu peux toujours te baser un petit peu autour de ça. Mm-hmm. Fait que c'est un des gros problèmes qu'on a, c'est la gestion du volume. Tu sais, des filles, justement, que toute leur vie, n'ont pas eu assez d'opportunités. Maintenant, ils veulent plus dire non à aucune opportunité. Fait que là, il faut essayer de contrôler. Tu sais, nous autres, avec l'équipe nationale, ben c'est clair. Tu sais, nous, on est en compétition de telle date à telle date. Fait que là, on est ta priorité. Puis si tu coupes ailleurs dans le volume pour t'assurer de rester en santé. Après ça, quand tu tombes universitaire ou quand tu tombes senior, dépendant de quel âge, ben là, on reflippe. Là, les universitaires, ben, on réduira beaucoup notre volume. On a un petit peu de développement, mais ta santé en premier. Fait que si de par ton équipe universitaire, par ton équipe senior, tu as d'autres choses, tu as trop de volume, ben on fait attention puis on coupe là. Mais c'est ça, on est en train de tout mettre ça en place. Puis là, pour cette année, pour la première année, on va avoir des vestes Titan, ou un peu la même chose que Catapulte pour les athlètes. Fait qu'ils vont être obligés de porter ça à chaque fois qu'ils font de l'activité physique cet été. Fait que nos athlètes, ce qu'on appelle notre top 24, là, fait que nos 18 meilleurs athlètes plus 6 athlètes relève, vont tous avoir ces vestes-là. Puis on va pouvoir, avec ces données-là, avoir une meilleure idée justement de leur volume quotidien, hebdomadaire, annuel. Puis voir justement comment on peut moduler pour s'assurer que les athlètes ont les opportunités dont ils ont besoin, mais aussi qu'on fait attention à leur volume pour leur corps et leur développement à long terme. OK, fait que c'est comme une veste, genre style jeu de monde Garmin, genre. Exact, avec un petit peu plus de données, mais ouais, c'est comme si tu suivais tous tes entraînements sur ta montre, mais ils reçoivent beaucoup plus de données, puis tout va être centralisé avec notre Strength and Conditioning Coach à Football Canada. Fait que lui, il va avoir les données de nos 48 athlètes, là, 24 gars, 24 filles. Puis lui, il va s'assurer pour la prep physique aussi de calibrer tout ça, mais il va aussi faire des warnings toutes les premières années. De faire, ben, toi, t'exagères vraiment beaucoup. Toi, tu t'entraînes beaucoup, mais tu hits jamais ton top speed. Fait que tu travailles jamais ta vitesse. Tu sais, encore une fois, là, c'est pas moi qui fais ce travail-là, puis on l'a pas vécu ensemble, mais des petites rencontres qu'on a eues à date pour nous expliquer le programme. C'est vers ça que ça s'en va. Puis c'est une des grosses questions qu'on avait, nous autres, c'est la gestion de ce volume-là. Fait qu'on va avoir beaucoup de réponses durant cette année, puis après cette année avec ce programme-là là, de monitoring, de garder attention au volume puis à l'intensité d'entraînement des filles. Ben là, ça va donner une coche de plus. Là. Ouais, absolument. Après ça, tu vas être capable de développer tes joueurs, tes joueuses pour les prochaines étapes. Puis après ça, mettons, créer des standards pour faire respecter de maintenir la qualité de joueur, la qualité de compétition absolument. Que vous avez à l'équipe. On va pouvoir standardiser un petit peu plus. Exact. Puis l'autre chose, c'est qu'il va être capable de nous parler aussi des vitesses maximales atteintes par les athlètes. Fait que en ce moment, on évalue beaucoup les vitesses des athlètes par des tests physiques. T'as un 20 verges, un 10-10, tu sais. Mais c'est autant que moi que sur un terrain de foot, il y en a qui testent pas très bien, mais qui courent vite en tabarouette sur un terrain. Il y a comme un game speed. Ouais, là, ça se calcule speed, pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'avec ces vestes-là, on pense qu'on va être capable de mieux évaluer ça. Tu sais, il y a une fille qu'on est comme, elle est super rapide. Après ça, on arrive en test, puis elle teste pas super bien. On s'est sur le terrain, puis elle bat tout le monde de vitesse. Il y a quelque chose qui est. Tu sais, à l'inverse, il y en a que tu trouves vite, puis qui testent bien, t'es comme, make sense. T'sais. Fait que c'est ça, je pense que ces vestes-là vont nous amener beaucoup de réponses de ce côté-là aussi, puis vont nous aider à avoir un meilleur échantillonnage de nos athlètes. Qu'est-ce que tu penses que ce sport-là amène aux athlètes de flag? Ben, tu sais, je pense que n'importe quelle équipe sportive, plus tu montes aussi, ça va être juste l'appartenance, le fait d'avoir un groupe avec les mêmes intérêts, des athlètes, d'autres femmes qui veulent faire la chose que toi, qui veulent s'entraîner, qui veulent avoir du fun aussi de temps en temps, mais qui sont capables de revenir puis d'avoir le sérieux quand il faut. Fait que les équipes universitaires, c'est ça. C'est des super bonnes athlètes, c'est des bonnes étudiantes. C'est des filles qui sont constantes dans leurs entraînements, des filles qui manquent pas de pratique. Fait que d'être capable de trouver cet environnement-là, de trouver ce groupe
de personnes-là qui sont un petit peu comme toi, qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes objectifs dans la vie. Je pense que ça, c'est la partie numéro 1. Après ça, tout ce qui est travail d'équipe. T'sais, encore une fois, c'est des générales au sport, là, mais apprendre à travailler en équipe, apprendre à prendre des décisions pour un groupe, pas nécessairement pour toi. Ça aussi, je pense que c'est dans des choses qui, après, sont super payantes dans le reste de la vie. Fait que ça, je pense que c'est les 2 principaux aspects du sport et du sport de haut niveau qui sont les primordiaux. Merci d'avoir partagé ça, man. Mentalité, flag féminin, flag masculin. Tu sais, on est beaucoup dans le football sur mon podcast, puis tu sais, je vais pas te cacher que là, je commence à goûter à d'autres sports, de voir d'autres réalités, puis j'adore ça. Mais c'est la première fois que j'ai quelqu'un sur le podcast qui est vraiment impliqué dans le sport féminin. On est dans un gros monde d'ego, de big guy, on est fort, on pousse fort, puis on est tough. Sauf que moi, je suis curieux de savoir, tu sais, toi, t'as coaché les deux, puis t'es encore activement dedans. Ouais. Fait que tu peux voir la mentalité de flag féminin puis le côté masculin. Mais tu sais, si on enlève le côté flag, plus le côté mentalité dans le sport de haut niveau, universitaire, disons, c'est quoi, mettons, les grandes différences que t'es capable de voir, puis peut-être les ressemblances aussi? Ça pourrait être intéressant. Ben, je parle pour ce que moi j'ai connu, là, je dis pas que c'est ça partout, là, mais moi je pense que la première différence entre les deux, c'est quand, mettons, les filles, ils veulent des détails, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on va faire, ils veulent être ils veulent le faire comme du monde la première fois. Les gars, ils s'en foutent des fois un peu. Tu te proposes une idée, c'est comme, on le fait. Pose pas de questions sur à quelle profondeur. Il y en a que oui, puis souvent on va le faire un peu, mais un peu plus willing, un peu plus game de tester des trucs, puis au pire ça marchera pas. Au pire t'as l'air un peu fou. Tandis que de l'autre côté, je sens que quand on arrive avec une idée, il faut que ça soit préparé, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on attaque, qu'est-ce qu'on veut faire, pour quelle raison on le fait. Puis après ça, des fois le mood va bien, ou on n'est pas stressé, puis on a du fun, puis oui, on est prêt à le faire, puis on est prêt à tester des trucs aussi, tu sais. Mais en général, ma première comparaison entre les deux, c'est un peu plus game du côté des gars, un peu plus minutieux naturellement, tu sais, du côté des filles. Ben après ça, un bon athlète de haut niveau, c'est un bon athlète de haut niveau, tu sais. Fait d'être organisé, d'être préparé, de faire attention à toi, de bien dormir, de bien manger. Ça, gars, fille, peu importe ta discipline, si tu veux être bon, si tu veux percer, ben il faut que tu fasses attention à ces petits détails-là. Il ne faut pas juste que tu sois bon sur le terrain. Il faut que tu sois bon 24 heures sur 24. Non, exact. Puis je sais pas si je te rassure en disant ça, mais à Bishop, j'ai parlé avec le coach qui a lancé le programme d'hockey féminin là-bas. Fait qu'il l'a parti de zéro, puis il l'a monté. Puis je lui ai demandé de me dire ce qu'il avait remarqué. Puis il m'a sorti exactement ça. Bon. C'est quand même, c'est vraiment pas pire. Non, exact. Ben, c'est ça, t'es pas fou, mais c'est intéressant de voir ce côté-là. C'est presque à étudier, man. C'est quand même c'est intéressant. D'ailleurs, je sais plus si c'est encore là en ce moment, mais une des meilleures athlètes de hockey féminin à Bishop, Gabrielle Santerre, QB Team Québec de flag en 2018, 2016, 2017, 2018, si je ne me trompe pas. Super carrière. Pour vrai? Ouais. D'ailleurs, je l'ai battue au Spikeball. Je suis 1-0 contre elle au Spike pendant le tournoi canadien. Mais non, elle a fait l'équipe du Québec en flag quand elle était au secondaire. Puis, non. Si elle avait pas un futur au hockey, je te garantis qu'elle avait un futur au flag. Là. ATH. Ouais, solide athlète. Sick, man. Aïe, aïe. Depuis le début, tu me parles beaucoup des tournois internationaux que vous faites. Ouais. Allons-y, parlons-en. Team Canada. Ouais. Comment qu'on se prépare pour faire partie de Team Canada? En tant qu'athlète? Ouais. Ben, en tant qu'athlète, c'est sûr que, on en parle un peu, puis on parlait tantôt d'un peu standardiser tout ça, là, mais on cherche les meilleurs athlètes disponibles. C'est sûr qu'il y a des positions spécifiques. QB, c'est une position un peu à part. Rusher, c'est un type d'athlète qui est plus spécifique, mais c'est beaucoup ce qu'on parlait tantôt en termes de n'importe quoi qui est au calibre. Être capable d'être une athlète de haut niveau 24 heures sur 24, premièrement. Puis deuxièmement, c'est être athlétique, des bons changements de direction, de la bonne vitesse, une bonne connaissance de la game, comprendre ce qui se passe aussi. C'est beaucoup ça, je pense, quand il arrive. Là, offensivement, on roule un système
un peu différent de ce que j'ai fait partout ailleurs en flag. Il y en a que cet ajustement-là, super bien parce qu'ils comprennent. Fait, même si tu changes de système, ça, c'est une petite adaptation puis ça pop. Puis il y en a que je pense qu'ils étaient juste rodés à rouler des jeux par cœur, qu'ils comprennent pas ce que les coachs veulent faire nécessairement. Fait, là, ils frappent plus un mur. Fait que je pense que ça aussi, le flag, c'est beaucoup une game. On parlait d'échecs sur gazon au foot. Là, et là, au flag, autant. Là, fait qu'il faut que tu comprennes. Puis on peut pas vraiment te cacher. Là. Au foot, là, tu peux cacher un receveur que tu dises pas tant là, à 12 contre 12. Là. En 5 contre 5, tu as besoin de tout le monde. Tu as besoin d'avoir 5 bons athlètes. Fait que c'est ça. Je pense que être un athlète de haut niveau, 24 heures sur 24, comprendre la game, être le meilleur athlète possible. Ça va être... c'est un bon résumé. Non, je trouve ça bon. Ça fait du sens. Dans Team Canada, excuse-moi, si tu avais comparé, mettons, les autres provinces, ça se compare à quoi, mettons, dans l'équipe présentement, mettons que vous êtes en train de bâtir? Est-ce que le Québec est plus présent? Ouais. En ce moment, le Québec, au flag, a une coche sur le reste du Canada. Entre autres, majoritairement à cause de la Ligue universitaire, là, du côté féminin. C'est fou. On revient des championnats canadiens universitaires, justement, le week-end passé, là, au moment où on tourne, puis top 3, c'est 3 universités du Québec. T'sais. Nice. Puis tu regardes nous autres, puis Concordia, qui ont été les 2 équipes de tête du tournoi, on n'a pas vraiment eu un match serré, à part qu'on s'est pogné en finale. On avait une moyenne de 50,3 points par game pendant le round robin. Là, mais on a des athlètes qui passent à travers Team Québec, on a des athlètes qui jouent au flag. Ils ont un tunnel, ils ont un funnel. Après ça, tu arrives au collégial, tu joues du 7 contre 7 à l'automne, tu joues du 5 contre 5 à l'hiver. Là, tu arrives universitaire, puis on fait du 5 à l'année, mais tu fais du 5 à l'automne, à RSEQ. Après ça, à l'hiver, on joue dans des ligues seniors. On a notre tournoi universitaire qu'on a implanté. Fait que, ces filles-là ont du volume de qualité longtemps. Puis on a aussi un circuit senior qui a de l'allure. Ces filles-là ont d'autres opportunités de jouer à haut niveau, d'arbitrer dans les contextes qui ont de l'allure. Fait que, en ce moment, puis on le voit, il y a un exode. Il y a certaines filles d'Ontario qui décident de venir étudier au Québec pour se développer en flag. Wow. Ce qu'il n'y avait pas avant. Mais en ce moment, il y a au moins 2 filles de la région d'Ottawa qui décident de venir étudier à Concordia, malheureusement, pour le côté flag. Parce qu'ils sentent que c'est ici qu'ils vont le plus se développer. Fait que je pense que c'est bon qu'il y ait une province qui pousse comme ça, mais là, il faut s'assurer que le reste du Canada suit. Fait que, exact. Autant en termes de coach québécois, je suis content que le Québec domine, qu'en tant que coach de l'équipe nationale, ben, je veux me servir des avancées du Québec pour tirer les autres provinces. Puis, je n'arrête pas de dire, moi, je veux être challengé plus que ça quand je sors du Québec. T'sais. Je vais vouloir gagner à tout prix tout le temps. Mais si je peux avoir 6 games serrés puis les gagner les 6, je vais plus grandir. Je vais être un meilleur coach autour de ça. Mes athlètes vont être des meilleurs athlètes. Puis eux autres vont être des meilleurs programmes, eux autres aussi. T'sais. Fait que c'est ça. Il faut qu'on se serve du momentum créé par le Québec pour amener le reste du Canada avec nous autres. Là. Amen to that, man. C'est sick. J'aime vraiment ça. Vous avez fait camp d'entraînement internationaux pour l'équipe canadienne. Ce que je comprends, c'est que vous avez des camps hyper compactés. Là. Parce que, en fait, je suis pas trop sûr de comprendre la formule, mais ce que j'avais l'air de comprendre, c'est que, mettons, quand vous êtes parti en Chine, vous êtes parti, mettons, les 4 premiers jours, c'était camp d'entraînement, après ça, c'était tournoi pendant quasiment 10 jours. C'était un petit peu différent. On a parlé, là, l'équipe nationale était majoritairement québécoise l'année passée. Notre top 12 était 100% québécois, en fait. Fait qu'on a décidé de faire notre camp d'entraînement ici, une semaine avant de partir, pour justement donner du temps aux filles pour s'en remettre un peu. Du côté des gars, où ils sont plus séparés à travers le pays, mais là, souvent, ils vont se rejoindre pour un camp d'entraînement, puis après ça, ils vont tout de suite prendre l'avion. Là, mettons, cette année, pour l'Allemagne, le plan, c'est qu'on parte le 5 août, on est en camp d'entraînement du 6 au 10 là-bas, le 11, on transfère dans la bulle du tournoi, le 12, on a off, puis le 13, on commence. Fait que ça, c'est l'horaire pour cette année. Fait que ça, c'est quand on combine camp d'entraînement et tournoi. Mais pendant l'année, cette année, on a eu la chance d'avoir 3 camps d'entraînement en Californie. Chula Vista, qui est un centre d'entraînement olympique, qui est un paradis pour équipe sportive. Là, c'est incroyable. T'es au sud, il fait beau, tu vois le Mexique au loin. Nous autres, notre horaire, c'est tu déjeunes, tu pratiques, tu dînes, tu as un meeting, tu pratiques, tu soupes, tu as un meeting, tu te couches pendant 5 jours. Une journée souvent qu'on a off au milieu. Mais tu vas à la CAF, c'est du poulet, du riz puis des légumes. T'as pas de dessert, tu manges bien, tu dors bien.
Tu es à 2 minutes de marche des thérapeutes ou des physios, 3 minutes de marche des salles de meeting, 4 minutes de marche des terrains. Fait qu'on est là, on est focus, on est 100% flag pendant une semaine. Fait qu'on part là, souvent on part, mettons, le samedi, on pratique du dimanche au vendredi, on revient le samedi, puis le dimanche, on est off, puis on repart. Là. Fait que ça, c'est nos camps d'entraînement qui sont comme compacts, qu'on a fait 2 off-season, puis il y en a un qui s'en vient le mois prochain de préparation pour l'été. Fait que ça c'est notre formule de camp qui est particulièrement intense, mais comme tout le monde adore ça, tout le monde triple. Tantôt, tu m'as parlé de ta fameuse histoire quand vous étiez partis à Tampa, puis là, c'était durant la COVID, tout ça. Mais t'en as-tu d'autres, des fameuses histoires marquantes comme ça avec, cette fois-ci, peut-être l'équipe canadienne quand vous êtes allé en Chine ou tu vas pas au Japon? Ou... Si on parle, mettons, off-field, mettons, en Chine, nous autres, on partait le 10, on arrivait le 11, puis on jouait le 14. Il y a 12 heures de décalage horaire, 24 heures de voyagement. Fait que on a parlé par un comité olympique pour avoir un plan de sommeil, pour préparer nos nuits, puis plan de voyagement, quoi faire dans l'avion, quoi faire à quel moment. Les filles n'avaient pas le droit. Elles avaient le droit de dormir seulement les 8 premières heures du voyage. Après ça, les 15 prochaines, ils n'avaient pas le droit de dormir. Fait que le fait que tout le monde se tienne réveillé. Puis, fait que on a vraiment travaillé fort pour diminuer l'impact du décalage horaire vu qu'on n'avait pas assez de temps là-bas pour s'accumuler. Puis ça, honnêtement, ça l'a vraiment bien été. On arrivait à 23h50 à l'aéroport, on est arrivé au village olympique, village des athlètes. Tout le monde était allé se coucher parce qu'on n'avait pas dormi dans les 16 dernières heures. On se lève le lendemain, puis on avait une journée off. On voulait pas rien faire, c'est pour donner les filles de récupérer de voyagement. Fait que là, ils nous avaient organisé une visite pour aller voir un centre de pandas. Puis là, au début, ce qu'ils nous avaient dit, c'est c'est une bonne marche. Mais je suis comme, nous autres, on fait ça pour pas faire grand-chose, tu sais. Fait que, oui, on veut marcher, oui, on veut s'activer, mais je veux pas marcher pendant 4 heures. Finalement, ça dure quelque chose comme 3h30. Là. C'était long. Et il faisait chaud. On arrive en Chine, c'était humide, il faisait chaud. On montait la montagne pour aller voir les pandas. Fait que là, c'est rendu un petit peu une joke, ce moment-là. Mais là, ensuite, on reprend l'autobus. Puis là, il nous amène à une autre place, downtown, dans des allées comme traditionnelles, avec plein de marchands. Immersion totale en Chine. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que Football Canada, l'autobus nous drop là et nous ramène pas au village. Parce que on est à 7 stations de métro du village. Mais moi, j'adore la géographie. Là. Fait que dans mon calcul de distance, ça ne fonctionnait pas d'être à 7 stations de métro là, du village où on était. Fait que là, on profite des marchands. Puis toi, on arrive de l'autre côté, on se rejoint de l'autre côté. Mais comment OK, parfait, on retourne, le métro est là. Je suis parfait, on rentre dans le métro. Mais là, on se rentre, le métro est à Chengdu, là, qui on connaissait pas avant d'y aller, mais c'est une ville de 20 quelques millions d'habitants. Là, c'est immense. Oh my God! Immense. Et là, on rentre, on voit la carte du métro, on se fait dire, c'est à telle station qu'il faut aller. Moi, je suis comme, mais non, c'est pas là qu'on est. L'autre bout complètement du complexe de métro, il y a l'aéroport où on est atterri, puis notre village des athlètes est à 10 minutes en autobus de l'aéroport. Là, on est à 1h15 de métro de l'aéroport, là. Fait que finalement, on avait l'info pour se rendre au village B. Mais nous autres, on était au village A. Le village B, il était dans le temps. Le village A, il était à Saint-Jérôme, mettons. Wow. Mais on est en Chine, fait que le réseau de métro se rend jusque-là. Là. Fait que là, on était mis devant la map. Fallait essayer de lire la carte de métro, se rendre à la bonne place. Fait qu'on a finalement été capable de se rendre. Mais ça a pris presque 1h30 de métro. Se rendre. Après ça, on avait une navette de la sortie de l'aéroport au village olympique. Mais on était dompés en plein milieu d'une ville de Chine. On venait d'arriver. Puis on était super chanceux parce qu'il y a une des enseignantes à Grasset, qui est d'origine chinoise, qui revenait de Chengdu 1 mois avant qu'on soit allé. Puis elle a accepté de venir rencontrer l'équipe puis nous faire un petit résumé de à quoi s'attendre, comment ça fonctionne, quelles applications il faut que tu aies sur ton cell pour que ton cell puisse fonctionner là-bas. Pour avoir accès, mettons, à Messenger, puis à Facebook, puis à Instagram. Fait qu'on était quand même... Finalement, on était capable de se communiquer. Si on serait arrivé, puis on aurait été incapable de communiquer entre nous autres. Fait qu'elle nous avait bien préparé. Puis ensuite, on s'est servi de ça. Google Translate pour la map de métro pour essayer de trouver où on était. Puis finalement, on s'est rendu en santé et en vie folle histoire. Au village. Mais ouais, on a été dompés en plein milieu d'une ville en Chine. C'est comment la Chine? Pour vrai, c'était incroyable. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, suite de mes aventures chinoises, le lundi qu'on est supposé repartir à 5h du matin, on se fait annoncer par Football Canada qu'à cause de la grève d'Air Canada, on peut pas rentrer au pays.
Oh my God. Puis là, le message, c'est allez vous recoucher, on va vous donner plus d'infos plus tard. Fait que là, évidemment, tout le monde spin, tu sais. Moi, je tombe en mode géo de Club Med pour essayer de garder les gens divertis, puis pas qu'ils pensent trop à ça. Puis inquiétez-vous pas, on va s'arranger. Puis on regardait les options de vol, revenir par l'Europe, revenir de l'autre côté. Mais finalement, on est resté 5 jours de plus. Fait qu'on était, à cause de la grève d'Arcane, et les vols qui revenaient étaient pleins, étaient trop chers. Fait qu'on est reparti juste le vendredi. Fait que le premier 10 jours qu'on était là-bas, on était dans un village des athlètes. Fait que tu sais, c'est un village olympique, là, comme des Jeux olympiques. Là. Fait qu'on était juste nous autres, on avait nos chambres d'hôtel, on avait la cafétéria, puis on avait des navettes directement vers le terrain. Fait qu'on voyait pas grand-chose d'autre. T'sais, tout était stagé pour nous autres. Là, mais là ce 5 jours-là, c'est l'inverse. Là, eux autres, ils ont sorti du village des athlètes parce qu'ils autres, ils fermaient le village. Fait que Football Canada nous a payé un hôtel qui était downtown Chengdu. Fait que là, s'est rendu là en Didi, qui est comme les Uber chinois. Puis on était downtown, on avait 5 jours. Fait que là, j'ai texté le Chine, qui est la prof de gradation dont je t'ai parlé tantôt, qui nous avait aidés. Je suis comme, hey, salut, 5 jours, downtown Chengdu. Un peu, j'ai comme 12 filles à divertir parce que c'est la panique ici. Fait que là, on nous a donné une liste de trucs à faire, de places à aller visiter. Puis là, on a été vraiment immergés dans genre la vraie culture de Chengdu. Puis ça a été incroyable. T'sais, c'était 2 expériences complètement différentes, là. Mais ouais, la bouffe était bonne, les gens étaient fins, c'était propre partout. On a beaucoup de... on sait comme pas trop à quoi s'attendre, la Chine, un peu, si on n'est jamais allé. C'est très fermé, la Chine. On n'entend pas parler de ce qui se passe là-bas, à part du négatif. Exact. Mais pour vrai, ça a été... si t'enlevais le fait que tout le monde était stressé parce qu'on était pognés là-bas, là, on a eu vraiment du fun. On a vraiment bien mangé. On a visité des... Puis c'est immense, là. Nous autres, notre hôtel était au milieu de la ville. Au 39e étage, on avait une terrasse. Et c'était le centre-ville, à perte de vue, à 360 degrés. Comme c'était tellement gros, là, ça n'avait pas de sens. Fait que nous autres, on a marché un petit, genre 4% de la ville là, autour de notre hôtel, puis on prenait le métro pour aller à quelques spots. On est allé voir un centre d'achat qui se dit être le plus gros building au monde. Fait que j'ai hâte de voir ça. Quand t'arrives, man, c'est immense. des marches qui montent de 5 étages d'un coup. Fait que ouais, on a fait des tests. On a testé le McDo chinois, voir si ça goûtait pareil. Ah ouais? On a trouvé un Tim Hortons. No En plein milieu de Chengdu, il y avait un Tim Hortons. Ça goûte-tu cappuccino glacé. Cappuccino glacé coûtait pareil. Hein? Je sais pas le reste. Mais c'est ça. Puis l'autre chose, c'est que, évidemment, la communication est difficile. Fait qu'on a toujours notre Google Translate, puis on essayait. Puis on s'était fait dire par le comité olympique canadien de ne pas manger de bœuf. Mais là, dans le village olympique, c'était facile de gérer ça. Là, on était into the wild, tu sais. On voit un restaurant, une de nos joueuses qui trouve un restaurant étoilé Michelin. Là, on regarde des photos, puis ça a l'air d'un dépanneur. On dit, fuck off, on y va. Fait que là, on arrive là-bas, puis c'est une grand-maman dans quelque chose qui est gros comme ton studio, là. Oh my God. Rien contre ton studio. Puis la cuisine est cachée en arrière, elle comprend pas l'anglais. Là, elle nous donne un menu en anglais. Elle regarde où on pointe, puis elle regarde le menu en chinois à côté, puis elle comme parfait. Puis là, on s'assoit dans la rue. Genre, il y a des tables dehors. Elle nous amène la bouffe. C'était délicieux. C'était tellement bon, là. Aucun sens. Est-ce que ça a l'air de rien, là. Ah ouais, mais genre, est-ce que ça fait, mettons, partie du top bouffe que t'as mangé, genre? Ouais, pour vrai. Ah, je suis prêt à dire que ça t'a marqué tant que c'était tellement bon, là. Le bouillon, les pâtes, la viande. C'était bon. Puis la journée qu'on était allé dans le gros centre d'achat, on était supposé souper là-bas. Tous les restos avaient l'air moyens. Puis en redescendant les marches, on voit quelque chose dans le coin qui a l'air d'un resto, c'est pas trop clair c'est quoi. On décide d'aller voir. Puis là, il y a un gros livre relié qui est le menu avec juste des grosses images. Puis là, je regarde la fiche, je suis comme, là, j'ai Google Translate. Est-ce que tu as de la place pour 15? Comme, ouais, venez-vous-en. Puis là, je ramasse les autres. Puis là, quand je reviens, ils nous amènent en arrière, une petite salle privée juste pour nous, avec une grosse table ronde. Tout le monde fait autour. Et là, 2 autres serveuses rentrent. Elle vient se mettre à côté de moi. Elle me donne un menu à moi. Tous les autres me regardent. Je suis comme, elle est à côté. Elle est là. Puis là, je regarde Sab, qui est une de nos athlètes à côté de moi. Je suis comme, je pense qu'il faut qu'on commande pour tout le monde. Là. Puis c'était pas tant cher. Puis sur les images, ça n'avait pas si gros que ça. Puis là, on commande du riz pour tout le monde, des salades pour tout le monde, des soupes pour tout le monde. Puis là, on se pète des plats de poulet. Puis, et là, ça arrive. Là, les assiettes sont grosses de même. Là. Ils ont rempli la table. La table tournait là, pour que tu prennes ce que tu veux. On l'a rempli, je pense, 2 fois et demi. On n'était plus capable de manger. Là. Mais tout était bon. Tout était délicieux. Puis, il y avait une addition après.
Ça a même pas coûté 40$ canadiens par personne. No Ouais, way! ça a été incroyable. Fait que ouais, vraiment des expériences. Tu sais, encore une fois, beaucoup d'inconnus, de troubles de communication. Après ça, quand les gens étaient super fins, la bouffe était bonne, les places étaient belles. Tu sais, on a visité des temples bouddhistes, on est allé voir des ponts traditionnels. Et, comme, ouais, ça a été vraiment une expérience incroyable. Puis cette année, là, on est supposé retourner en camp d'entraînement cet été à une autre place en Chine. Fait que je suis comme excité de redécouvrir encore. Fait que tu conseillerais d'aller en Chine? Mais je pense que c'est compliqué à avoir des visas. Je pense qu'en ce moment, là, ils viennent d'ouvrir une fenêtre où t'es pas obligé d'avoir de visa. Tu sais, nous autres, tu sais, je pense que c'est incroyable si t'es un peu dirigé. Tu sais, je pense que si j'avais été laissé là-bas à moi-même, j'aurais peut-être un peu paniqué, tu sais. Mais là, le fait d'avoir, tu sais, d'être immergé dans le village en premier, après ça, d'avoir le Chine qui nous a un peu guidé sur où aller, quelle application avoir, puis comment te débrouiller. Ouais, moi, j'ai vraiment trippé, puis je le conseille si t'es capable d'avoir un peu cet encadrement-là. Incroyable. Incroyable. Damn. Ça a l'air insane, man. Ah ouais, Parce vraiment... que c'est comme... On sait pas à quoi ça ressemble, la Chine, tu sais. C'est pas médiatisé, tu sais. En tout cas, il se ferme un peu au reste du monde. Ben, bref. Absolument. Peut-être à l'Amérique, mettons, là, mais... tellement sick, man. Ça me donne envie d'y aller. Man. Mais qu'est-ce que je trouve vraiment sick aussi, c'est que c'est le flag football, man, qui vous amène là. Absolument. C'est 100%. Tu sais, on a fait de la Chine, on a fait le Panama, on a fait tu sais, le halftime des Bills Sunday night. Ça, c'était comment, hein? Ben oui, j'ai pas envie de te couper, mais... Aucun sens. C'était tellement fou. Ils ont tellement été fins avec nous autres. Tu sais, ils viennent nous chercher en autobus, on pratique dans le stade, ils nous nourrissent, ils nous logent, ils nous donnent des rabais au Bill Store, ils nous ramènent pour la game, ils nous font walkthrough à l'intérieur, dans leur stade intérieur à côté. Après ça, on va jouer la game, ils nous nourrissent. En tout cas, ça a été vraiment une belle expérience. On a joué, il était 71 000 personnes. On avait 8 minutes. 8 minutes, 71 000 personnes. En attaque, on était scriptés, on savait les jeux qu'on voulait faire pour que tout le monde ait le ballon. Mais ouais, c'était fou. Les gens criaient, les gens nous encourageaient. Ouais, ça a été une expérience, encore une fois, incroyable. Le crowd, est-ce que tu l'entends? Puis... Ah, absolument. Puis le pire, c'est que c'était leur semaine, le white-out, là, parce qu'ils faisaient leur semaine de la rivalité contre les Pats. Puis les Américaines, qui ont eu, je pense, le premier choix, ont décidé de jouer en foncé. Fait que nous autres, on était couleur du crowd. Fait qu'on avait la crowd de notre côté. Mais ouais, nous autres, tout le long qu'on se promenait, dans le fond, ils nous ont fait arriver sur le terrain avant la game parce qu'on tenait une des bannières pendant l'entrée des joueurs puis l'hymne national. Fait qu'on marchait sur le bord des sidelines pour se rendre. Là, t'avais des Canadiens dans le crowd qui nous encourageaient, les Américains qui chialaient contre nous autres. Fait que ouais, on a eu ces expériences-là avec le crowd. Puis pendant la game, je pense, en tout cas, personnellement, j'ai un peu zone out. Tu sais, je me relevais, je voyais la crowd, mais je calais, tu sais, j'étais occupé. Mais c'est ça, plus avant, dans le pre-game, là, quand justement, ils fermaient les lumières, feu d'artifice, l'entrée des Bills, ben, ouais, c'était un petit moment pinch me moment, là. Ouais, exact. T'étais proche des joueurs, là, ça veut dire, là? Ouais, on était dans le tunnel avec eux autres, là, avant qu'ils rentrent, là. Fait que, ouais. Josh Allen, il est-tu un big guy? En fait, on n'a pas tant croisé les Bills parce qu'on attendait. Les autres, ils sortaient avant. Leur sortie du vestiaire était en avant de nous autres. Mais ouais, big guy. Tu sais, nous autres, le premier que j'ai vu, en fait, c'est Bosa quand je me suis retourné. Ah ouais? Et j'ai fait comme, wow, pelle! Tabarnouche! Ben non, il y a des. Ça a été. On attendait que les gars sortent pour le warm-up au début de la game. Tout ce qu'on entend en arrière, ça se met à japper. Puis là, on se retourne, c'est juste Stephon Diggs qui sort du vestiaire des Pats. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Fait que ouais, ça a été spécial comme week-end. Ah, mais c'est sûr, man. On les voit tout à tête. C'est tellement des stars, là. Tu sais, comme. Tu vas les voir, puis. Tu sais, j'ai eu la chance de vivre l'expérience d'aller dans quelques matchs NFL. J'étais allé au Lambeau Field voir les Packers. C'était malade, les expériences, tout ça. Aaron Rodgers, tout ça. Mais là, t'es littéralement dans le tunnel avec les joueurs. Genre, tu pourrais, genre les dab up legit. Fait que ça ajoute, là. Ça doit être quand même. Ah non, absolument. Je pense que, tu sais, la NFL, surtout les gros matchs, là. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'aller voir 2 fois à Kansas City en playoff. Oh, nice. Parce que moi, j'ai joué avec Laurent Duvernay-Tardif à Grasset. Pour vrai? Ouais. Oh, fait nice. que 2 fois, moi, puis 2-3 de mes amis, on descendait. Ça tombait toujours en playoff parce qu'à l'automne, on était en saison, les autres, ils jouaient ou on coachait. Fait que ça aussi, ça a été la première année. Malheureusement, ça a été 2 défaites. Fait qu'on a arrêté d'aller le voir. Puis après ça, ils se sont mis à gagner des Super Bowls. Fait que on va prendre une partie. Mais ouais, fait que 2 fois, on va le voir.
On croise avant, on parle avant, on va dîner avec lui. Game, la première fois, on était avec lui après. Ils ont perdu contre les Steelers. Ils ont perdu contre Big Ben. Big Ben, dans la game, qui a dit que c'était la game la plus bruyante de sa carrière. Damn. C'était fou, l'ambiance. Le Kansas City, à la base, c'est au milieu de nulle part. Il y a des gens qui font 6 heures de route à chaque game pour le tailgate. Il prend 4 heures à faire le tour. Là. C'est fou à quel point c'est gros. Là. Mais oh my God. Fait que le game, malheureusement, a défaite. Puis là, on va rejoindre Laurent. Puis il était avec quelques autres joueurs là, pour la fin de soirée. Fait que ça a été des belles expériences. Sick, man. Jeux olympiques de 2028, en finissant sur l'équipe canadienne, qu'est-ce que ça représente que le sport soit finalement reconnu aux Olympiques? C'est immense, tu sais. Puis je pense que c'est immense pour la reconnaissance qu'on va éventuellement, tu sais, qu'on travaille à avoir, qu'il va avoir tranquillement, mais ne serait-ce que des jeunes athlètes qui vont faire Team Québec à 16, 17, 18 ans, qui vont pouvoir rentrer dans des programmes d'étudiants athlètes, de post-athlètes d'excellence, ces trucs-là, tu sais. C'est tous les petits perks que tu peux avoir à côté qui vont se confirmer, tu sais, qui vont rentrer. Puis après ça, c'est le fait que, de plus en plus, on a des athlètes. Tu sais, t'es une fille qui fait plusieurs sports, t'arrives à l'université, jusqu'à 5 ans, c'est sûr que tu jouais pas au flag. Tu choisissais le soccer, tu choisissais le volley. Puis là, de plus en plus, il y a des filles, des meilleures athlètes féminines vont peut-être choisir le flag. T'sais, là, ça rentre aux Olympiques. Mais il y a des filles qui vont arriver à l'université puis qui vont prendre la décision de « Hey, je suis une top en soccer, je suis une top en flag, mais je veux continuer en flag. » Fait que je pense que là, on va avoir encore plus de bonnes athlètes qui vont se joindre à nous. Ces athlètes-là vont avoir plus d'avantages. Puis nos équipes nationales, on a plus de support, on est plus capable de faire d'événements, on est plus capable de structurer. Fait que c'est juste positif à tous les niveaux. Mettons des Jeux olympiques, là, je crois, je suis pas sûr, mais à Los Angeles, c'est un test qu'ils font, me semble. Hein? C'est pas clair, ça a été annoncé comme ça, mais en ce moment, on a un financement d'un programme comme espoir de médaille. Ah ouais. Nous autres, si on gagne une médaille à aller, c'est une médaille des Jeux olympiques. Là. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est plus dans le sens que, tu sais, mettons, on prend un exemple que tout le monde va comprendre, le hockey. Ouais. Tu sais, les gars qui vont aux Jeux olympiques, au hockey, ou les femmes, tu sais, au hockey, ils se développent à travers des programmes, tu sais, il y en a qui sont quand même vieilles là, dans l'équipe de hockey féminine là, qui ont été aux Jeux olympiques cet hiver. Puis, comment ça va fonctionner, ce côté-là? Côté des filles, même gars, tu sais, je pense pas qu'il y a une limite d'âge, mais comment vous allez être capable de continuer à développer? Tu sais, vous allez faire des camps pour continuer? Mais en fait, de ce que je comprends, puis ça, encore une fois, vu que c'est une jeune discipline, ça va se construire et se confirmer avec le temps un peu, mais la structure qu'on a en ce moment, qu'on essaie de mettre en place, ça va rester la même quand on va être en cycle olympique. Il va juste avoir un peu plus de volume, mais à chaque année, on refait des camps de sélection à travers le Canada, des camps d'identification pour s'assurer d'avoir les meilleurs athlètes disponibles. Alors ça, on fait un Final ID Camp qu'on appelle, donc on rassemble, cette année, ça a été les 49 meilleurs athlètes au pays qu'on a regroupés ensemble à Montréal pour une fin de semaine. Puis de là, après ça, on choisit le groupe qui va continuer pour cette année. Mm-hmm. Ça veut dire que les filles qui n'ont pas fait l'équipe cette année ont encore une chance de le faire l'année prochaine. Puis l'équipe qui ont fait l'équipe cette année vont encore se faire challenger l'année prochaine. T'sais. Fait que des fois, c'est juste une mauvaise année, des fois, c'est juste une super bonne année. Au bout du compte, c'est résumé à un week-end de 3 jours. Fait que si t'as le week-end de ta vie, tant mieux. Tu auras l'opportunité probablement de continuer. Puis si tu as un bad week-end, peut-être que ça va mal virer, mais dans le sens, tu as une chance l'année d'après de revenir et de retomber dans ce processus-là. Fait que c'est après ça, là, nous autres, on part avec... Nous autres, on dit le top 24, là, mais en réalité, c'est le top 18. Fait que les 18 meilleurs athlètes qu'on a identifiés, plus 6 athlètes relèvent. Fait que les athlètes qui sont plus jeunes, qui peuvent nous aider peut-être à plus long terme, qu'on veut essayer de développer un peu plus, de donner un peu plus d'amour puis de temps, puis voir est-ce que ces filles-là peuvent éventuellement rejoindre la grosse équipe. Tu sais. Mm-hmm. Okay, on ferme le top 24, puis après ça, on part avec ça pour l'année. Okay. Puis je suppose qu'à toutes les années après ça, mettons, sans les Jeux olympiques, ça va être comme vous faites présentement, fait que ça va être de vous promener dans les différents événements internationaux que vous avez accès, puis de compétitionner là. Exact. Les événements officiels, il y en a toujours un par année là, avec l'IFAF, la Fédération internationale. Donc, tu vois, cette année, c'est une année de Coupe du Monde. Fait que là, cet été, on s'en va en Allemagne du 13 au 16 août, puis c'est un championnat du monde.
Puis là, il faut qu'on finisse top 2 cette année pour se qualifier directement pour les Jeux olympiques. L'année suivante, 2027, c'est une année de continentaux. Fait que ça, des championnats par continent. Fait qu'à chaque année, on a toujours au moins un tournoi officiel à faire. T'sais, l'année passée, parce que c'était le début du cycle olympique, puis qu'il y avait les World Games, comme la Chine, c'était la fin du dernier cycle. Puis le tournoi des Amériques, qui était au Panama un mois plus tard, c'était le début du cycle olympique. Fait que là, il fallait que tu performes aux continentaux de 2025 pour être à la Coupe du monde de 2026 cet été. Puis après ça, en 2027, si tu n'as pas déjà une place aux Olympiques, il faut que tu performes à tes continentaux pour faire la Q-Series olympique en 2028, donc le tournoi de qualification qui va être juste avant les Olympiques. Mais c'est supposé être ça, théoriquement, à chaque année. Fait que c'est continental, Coupe du monde. Continental, Coupe du monde. Puis là, une fois sur deux, la Coupe du monde où le continental va probablement être remplacé par les Jeux olympiques. Mais c'est ça le cycle qui se passe. C'est intéressant de tomber dans un peu les backstage, comment ça se passe, la préparation derrière ça, parce que j'ai aucune idée, en fait, à part les gens qui sont impliqués dans les Olympiques, I guess, de comment, c'est quoi les étapes à faire jusqu'à se rendre, je suis aux Olympiques puis je cours le 100 mètres, genre. Il y a beaucoup d'étapes de différentes facettes. Maintenant, je sais que nous autres, on a déjà eu des rencontres. Puis, on n'est même pas sûr d'être en poste, nous autres, aux Jeux olympiques en tant qu'entraîneur, mais on a déjà eu des rencontres sur notre horaire pré-olympique. On sait déjà à peu près à quel moment on s'en va en Californie, à quel moment on rentre dans la bulle olympique. Comme, c'est des trucs qui se préparent tellement longtemps d'avance. Là. Comme j'avais mon horaire, j'ai un horaire. On avait projeté notre horaire pour LA 2028 avant de faire notre horaire pour l'Allemagne cette année. Holy shit! Parce qu'il faut réserver, parce que tous les pays vont vouloir se rendre en Californie plutôt pour s'entraîner ou trouver une place de s'entraîner. Fait que, nous autres, on s'enligne pour s'entraîner, mais en banlieue de San Diego, fait qu'à Chula Vista, où on s'entraîne déjà. On est supposé aller là à partir du 1er juillet. Puis on commence à jouer le 15 ou le 16. Là. Fait qu'on s'en va à Chula, on a un camp d'entraînement là-bas, puis après ça, à la dernière minute, on va rentrer dans la bulle olympique. Probablement la veille de la cérémonie d'ouverture, puis le lendemain, on commence à jouer déjà. Fait que c'est de la préparation vraiment en termes organisationnels qui est vraiment longtemps d'avance. Pour nous autres, mettons, côté coaching staff, côté équipe, nous autres, on y va année par année, là, veux pas. Fait que nous autres, en ce moment, on est en train de préparer notre été 2026. Fait que préparer notre tournoi en Allemagne. On sait déjà c'est qui nos 3 adversaires de poule. On va jouer Panama, Brésil, Japon. Fait que on a déjà joué ces 3 équipes-là cette année, ça tombe bien. Fait qu'on on va s'assurer de regarder le tape qu'on a. Tu vois, cette nuit, à 4h du matin, heure locale, le Mexique jouait un match hors concours contre l'Espagne. Fait que moi, j'avais mis mon cadran à 3h50. Je me suis levé pour enregistrer ce match-là, pour être sûr. Puis là, tu vois, je l'ai fait parce que je ne voulais pas prendre de chance, mais là, ce matin, il était privé, on était pas capable d'aller le voir. Fait une chance que je me suis levé pour le voir, parce que là, j'ai une game de footage sur le Mexique, que je croise pas en pool play, mais que chances are que si je veux gagner une médaille d'or, il va falloir que je les batte à un moment donné, t'sais. Fait que là, j'ai une game sur le Mexique. T'sais, à chaque fois, on essaie d'aller voir toutes les opportunités qu'on a de voir les autres équipes, parce qu'évidemment, tout le monde est tellement loin. Ouais, il n'y a pas de circuit international constant que, tu sais, le Brésil, il y a des chances que la prochaine fois que je les vois en action, ça va être à la Coupe du monde. Il faut que je regarde ce que j'ai de l'année passée sur eux autres. Puis après ça, j'essaie d'analyser est-ce qu'ils font la même chose ou est-ce qu'en un an, ils ont pu complètement changer d'identité s'ils voulaient. Mais props à ça, man. En même temps, ça fait partie de ton rôle. Fait que, mais ça va être tellement sick, man, de prendre le temps d'analyser les autres pays. C'est pas juste une équipe, mettons, du Québec local. Non, c'est niaiseux, c'est que, mettons, le Japon, là. Attends, nous autres, on essaie de suivre les alignements. Tous les pays vont sur les réseaux sociaux, là, tu vas annoncer, OK, en prochaine étape de mes sélections d'équipe nationale, voici qui passe. Fait que là, les posts de JAFA, le Japan American Football Association, j'essaie toujours de voir. Là, faut que tu comprennes, là, je vais translate en japonais, voir qu'est-ce qui passe, est-ce que c'est l'équipe nationale, est-ce que c'est les mêmes athlètes. Tu sais, quand les États-Unis postent leur top 18, je vais voir, OK, est-ce qu'ils ont fait des changements? Tu sais, là, cette année, les 12 qui étaient l'année passée dans l'équipe sont encore là cette année. Fait que là, pas de changement à date, mais éventuellement, ils vont poster leur top 12, puis là, ça va peut-être changer. Tu sais, mais là, si je vois le top 18 là, puis je sais que, mettons, leur safety est plus là, je sais déjà que leur équipe va changer. Fait que je sais que le film que j'ai perd un peu de valeur parce qu'elle sera plus sur le terrain. T'sais, fait que toutes les petites pièces d'information qu'on peut aller chercher à gauche et à droite sur les alignements, sur le coaching staff, sur des games hors concours, on essaie de les ramasser puis de rapatrier tout ça ensemble. En 2021, tu deviens l'entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal. À ce jour, vous avez 81 victoires,
et 10 défaites. Qu'est-ce qui rend une équipe aussi dominante? L'Université de Montréal a à la base un bassin incroyable de joueurs de flag. Là. Le flag est beaucoup dans la région de Montréal, au Québec. Là, depuis des années, ça expande, puis c'est une bonne chose. Je pense que la force des athlètes, la force du corps de cette équipe-là. Tu sais, j'ai des filles qui jouent en ce moment à l'Université de Montréal qui étaient là dans les débuts en 2021. On a eu la chance d'avoir un noyau qui était solide, qui était bien intentionné. Puis il faut dire aussi que de 2021 à 2024, on n'était pas officiellement carabin. T'sais, on était club, donc on était club de flag football de l'Université de Montréal. On n'avait pas tous les services, tout l'encadrement qu'on a maintenant des carabins. Fait que c'est toutes des joueuses qui s'occupaient de ça. C'est des joueuses qui nous ont embauchés, c'est des joueuses qui structuraient le programme, c'est des joueuses qui faisaient plein de trucs. Après ça, du moment où nous, on a été embauchés comme entraîneurs, on a mis la main à la pâte, on a acheté des trucs, on a structuré des trucs aussi de notre côté. Mais au bout du compte, nos boss, c'était les joueuses qu'on coachait. Mais le fait d'avoir justement ce bassin-là, qui était des bonnes joueuses bien intentionnées, bien organisées, ça a fait que ça créait rapidement. Tu sais, la première année, on n'a pas été dominante. Tu sais, on a gagné, mais tu sais, la saison, on a fini 3e ou 4e. Le 3e, je pense, en saison régulière. Puis après, on a gagné la finale serrée, finale nationale. On avait déjà changé 40% du roster entre-temps. Puis après ça, l'année d'après, on avait une année de recrutement. On a pu aller chercher un peu plus nos éléments. On a 2 athlètes qui sont revenus des États-Unis, qui sont venus jouer pour nous autres, des Québécoises qui étaient partis jouer en Floride, puis au Kansas, qui sont revenus jouer à Montréal, qui sont venus chez nous. Fait que c'est ça. On a un peu plus eu le choix sur qui on voulait dans l'équipe. Évidemment, il y a beaucoup de monde qui sont restés. On avait déjà un bon corps, mais je pense que rajouter les quelques petits éléments qui nous manquaient, ça fait que là, après ça, c'est parti. Puis on avait, tu sais, au flag, tout passe par ta carrière. Tu sais, c'est majoritairement du passing game. Puis, tu sais, il y avait déjà Sandrine Gobey-Huot qui étudiait à l'Université de Montréal. C'était une des meilleures carrières de l'histoire de la discipline. Là. Fait que le fait de pouvoir travailler avec elle pendant 4 ans, ben, ça a bâti l'identité de l'Université de Montréal. Ça a bâti qu'est-ce que les Carabins sont devenus aujourd'hui. Puis quand Sandrine est partie, ben là, Elisabeth Ashkar, qui venait de finir à Collège Montmorency, qui est une autre jeune prodige à la position, arrivait. Fait que, elle a eu une première saison un peu plus difficile. Puis après ça, ben là, depuis ce temps-là, elle a perdu un match, je pense, là, en 1 an et demi. Là, quand on parle de ça, on parle de match officiel en Ligue universitaire, en championnat canadien. On parle pas, mettons, on va jouer un dimanche soir à Flag Plus. Là. Mais en termes de compétition officielle carabin, c'est ça. Je pense que tout passe par cette position-là. On a eu la chance d'avoir 2 des meilleurs. Fait que ça nous a aussi aidé à s'établir en tant qu'équipe de tête. Là. Ben, honnêtement, j'ai envie de dire respect pour les filles qui ont mis les mains à la pâte et ont décidé de construire ça. Absolument. Sérieusement, là, respect, c'est très inspirant. Puis, genre, ça montre le cœur, le vouloir de faire ça. C'est vraiment inspirant pour eux, c'est vraiment cool. Non, absolument. Il y en a qui sont encore là, il y en a qui ont quitté entre-temps, il y en a qui étaient plus loin dans leur parcours, mais c'est ça, on a des super bonnes athlètes à différentes positions à travers Amélia Desrochers, des Emma Racine. Au début, une fille comme Sarah Cormier, elle a super travaillé à monter ça, puis elle n'a même pas pu jouer. Parce qu'elle a décidé de retourner sur le marché du travail, elle était entre 2 emplois pour la COVID. Fait que Noémie Holman, Mathilde Renaud, Juliane Fortin qui est revenue, qui a travaillé fort. Puis là, c'est sûr, j'en oublie, puis je vais me faire chicaner, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ont travaillé fort pour partir ce programme-là, pour le mettre sur la bonne voie, pour le garder au top. Puis c'est même pas des trucs qui sont juste sur le terrain. C'est beaucoup des trucs de gestion qui sont à l'extérieur du terrain qui font que les Carabins sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Écoute, merci, man, d'avoir partagé ça. Vraiment cool. Tout le monde, c'était le Game On Podcast. Notre invité, Alexandre Desjardins. Merci, man, de t'avoir prêté au jeu, d'être venu sur le podcast. Quelle discussion, man. Quelle découverte. Quel beau sport, honnêtement. Absolument. Ça me donne envie de me réinscrire. Tu devrais. Merci pour l'invitation. Merci, c'est vraiment super apprécié, super belle discussion. Puis je pense que c'était positif. Ouais, merci à toi, man.